Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord en collaboration avec la Société de développement économique INNOU, appuyée par le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord et je salue tous mes collègues des autres chambres de commerce qui sont là aujourd'hui pour vous accueillir. Je suis particulièrement touchée que votre Chambre vous offre cet événement d'exception, une première et le premier d'une série de deux. Masteyach fait partie de notre vie et c'est pour mieux faire connaître cette magnifique communauté que nous vous présentons cet événement aujourd'hui. Vous aurez d'ailleurs le plaisir d'entendre une conférencière d'exception. Cette conférence sera suivie par une période de questions et d'échanges. Donc, la conférence va durer environ 1h20, 1h25. Écrivez vos questions. Par la suite, il y aura de l'échange. Il faut vraiment ne pas hésiter à poser des questions. Notre conférencière est là pour vous répondre avec toute son aisance et sa connaissance. J'en profite pour saluer nos partenaires annuels à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, Ville Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto, et d'ailleurs Sébastien Ross, qui est directeur exécutif Opération Québec chez Rio Tinto, est avec nous aujourd'hui avec plusieurs membres de son équipe. Alors bonjour Sébastien et merci d'être présent. Ça fait plaisir. Je laisse maintenant la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord et directeur général de Port Saguenay, Carl Laberge. Il va vous adresser quelques mots. À toi, Carl. Alors, bonjour à tous. Merci à tout le monde d'être là, spécialement notre conférencière, Mme Boivin. On apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps d'être là aujourd'hui pour pouvoir nous informer du sujet d'aujourd'hui. Donc, les Premières Nations font partie du développement économique du Québec. Leur implication, leur support, leur partenariat sont des éléments qui sont incontournables maintenant dans l'élaboration et la concrétisation de projets industriels. Donc, c'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord est très fière de s'associer à la Société de développement économique INNOU de Masteyach afin de vous présenter la conférence d'aujourd'hui. Qui se veut en fait un moment pour mettre la table au rendez-vous économique, comme Sandra en a parlé tout à l'heure, qui va se tenir la semaine prochaine, soit le 3 décembre. On vous invite déjà à mettre ça à votre agenda et à vous inscrire en grand nombre. Ce rendez-vous économique-là va mettre en lumière les bonnes pratiques ainsi que les outils existants, tels que l'accompagnement et la formation, pour développer les partenariats d'affaires durables entre les entreprises INNOU et le milieu régional. Différents représentants d'entreprises témoigneront de leur expérience de partenariat d'affaires entre la Première Nation Pikwakamiulnut et le milieu régional. Merci donc à la Société de développement économique INNOU de Masteyach pour nous permettre de tenir ces deux événements. Bonne conférence à tous et merci. Merci, Carl. La préparation de cet événement-là nous a fait découvrir des personnes absolument fantastiques et je vous la présente. Je la connais depuis des années, mais vraiment, c'est une découverte professionnelle incroyable. Alors, la directrice générale de la Société de développement économique INNOU, Caroline Bouchard, à toi, Caroline, de nous dire quelques mots. Merci, Sandra, c'est très gentil. Et en passant, je vous envoie le compliment. Votre équipe est super. Alors, Kwek Casino et Check Metukchnuk, Nil Caroline Bouchard, Kani Kanipet, Kamamu Mashtwepiltata, Innu Pakasunu. Bon matin. Dans le cadre du déploiement du guide des bonnes pratiques d'affaires entre la communauté INNOU et le milieu régional, la Société de développement économique INNOU de Masteyach est fière de travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord afin de vous présenter un résumé. L'histoire, le territoire, l'organisation sociale, les droits, ainsi que les programmes et services gérés par Pequawakaminwatstiquican et Katakumachekao. En tant qu'organisation des Premières Nations, nous pensons qu'il est très important d'aborder certains sujets qui vous permettront
de mieux comprendre les enjeux et réalités des peuples autochtones aujourd'hui. Cette compréhension est, selon nous, la base pour la concrétisation de partenariats durables entre nos communautés. Cette conférence vous présentera un portrait général de sujets relatifs aux Premières Nations du Québec et du Canada, selon la perspective d'une représentante des Pequawkamilnuts œuvrant depuis plus de 30 ans dans les dossiers politiques, juridiques, économiques et culturels. Alors, bonne conférence. Merci, Madame Bouchard. Je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui. Elle est née le 18 septembre 1965 à Chibougamau. Hélène Boivin est une femme engagée et fière de ses racines. Elle réside et travaille toujours dans sa communauté d'origine, Mashtuyats, située au Lac-Saint-Jean. Elle a fait ses études en sciences sociales à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle s'exprime en français et en anglais. Elle a œuvré dans différents domaines au cours de sa carrière, les services sociaux, le développement culturel, les arts, le développement économique. Elle a fait une brève incursion politique dans le cadre d'une élection partielle dans sa communauté. À l'emploi de Piekwakamilnuts, je l'ai manqué, Piekwakamilnuts Tequacan, depuis 1995, elle a été impliquée dans la négociation territoriale globale, dans les relations avec le milieu régional, les autres Premières Nations et les gouvernements, ainsi que la mise sur pied d'un comité de coordination des projets de recherche sur les Piekwakamilnuts, comité dont elle est coordonnatrice depuis 2017. Elle a siégé à titre d'administratrice au sein d'organismes communautaires de Mashtuyats, tels que la radio communautaire et l'association du Parc sacré. À la suite de son passage à cette association qu'elle a coordonnée, le projet d'inventaire des savoirs et des connaissances des Piekwakamilnuts sur les plantes médicinales, dont la seconde publication d'ailleurs est sous la gouverne de la Société d'histoire et d'archéologie de Massayache. En mai 2019, elle a été élue pour sa Première Nation présidente de la commission Tepel-Mitinchun, commission chargée de consulter, rédiger et soumettre un projet de constitution de la Première Nation des Piekwakamilnuts en référendum. Reconnue par ses pairs, elle est souvent appelée à faire des présentations sur les enjeux et réalités autochtones sous l'angle de sa Première Nation. Pour elle, ce cheminement et cette expérience fait partie de sa mission. Je vous invite à écouter et à savourer les propos de notre conférencière de ce matin. Accueillons Hélène Boivin. À toi, Hélène. Alors, Kwe Kassinu, Tinishkmetnau ou Te Katayak. Alors, aujourd'hui, c'est dans un cheminement que je vous amène, un cheminement de compréhension des enjeux réalités, et j'espère que la présentation que je vais vous faire aujourd'hui va vous permettre justement de mieux comprendre d'où on vient et où on veut aller. Pour commencer, j'aimerais vous mentionner qu'encore aujourd'hui, en 2020, il existe une méconnaissance importante des enjeux et réalités des peuples autochtones au Québec et au Canada. Les gens, souvent, sont surpris quand on leur demande, bon, par exemple, de nommer les nations, ils ont de la difficulté à le faire. De façon générale, les gens ont beaucoup de méconnaissances. Et les Premières Nations ont passé d'exclus à aller jusqu'à incontournables. Parce qu'aujourd'hui, dans le passé, ce qu'on a voulu, c'est qu'on disparaisse, on va se dire les vraies affaires. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment là des Premières Nations incontournables dans toutes les actions de développement et de l'avenir de notre pays, si je résume. Là. Pour commencer, j'aimerais vous présenter la carte des Nations autochtones en 1760 avec une carte qui a été produite dans le rapport de Rattel et Parent. Ce que vous voyez en vert foncé, okay, c'est le territoire qui est occupé par les Inuits, dont nous, les Pequawkamilnuts, faisons partie. Et j'attire votre attention sur la partie qui est en jaune, où est-ce qu'on retrouve les Iroquoiens, dont les Hurons et les Mohawks.
qu'on connaît encore aujourd'hui et qui sont situés au Québec. Leur territoire traditionnel était situé à cet endroit-là et ils ont dû, pour différentes raisons, immigrer et quitter leur territoire, dont je ne ferai pas les détails parce qu'en soi, ça constitue une histoire. Mais j'aimerais vous mentionner quand même que les territoires d'origine des Hurons et des Mohawks étaient plus au sud qu'ils le sont présentement. Hélène, on ne voit pas ta carte, Hélène. La carte, pourtant, elle est là. Est-ce que vous la voyez là? Non. Ben voyons donc, pourtant, elle est là. Est-ce que vous voyez cette carte-là maintenant? Non. Il faut faire un partage d'écran. OK, je recommence. Je recommence. C'est vrai, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ouh là là, excusez. Nervosité. Alors, est-ce que vous voyez maintenant? On voit ton PowerPoint, Hélène. Tout est beau. Tout est beau, parfait. Merci, je suis désolée. Alors, la carte que vous voyez ici, je recommence en vert foncé. OK, c'est le territoire qui est occupé par les Inuits. Parce qu'en passant, c'est très difficile de faire un portrait de l'occupation à l'échelle des Premières Nations. Je pense que c'est ici, c'est pour ça qu'on fait référence au territoire de la nation Innu, qui regroupe 9 communautés au Québec et 2 au Labrador. Et tantôt, je vous mentionnais en jaune le territoire qui est occupé par les Iroquois, dont les Hurons et les Mohawks font partie. Et pour nous, dans l'histoire, les Mohawks et les Hurons ont immigré d'une certaine façon au Québec. Maintenant, la carte des nations autochtones au Québec, on retrouve 11 nations. Vous les avez ici sur la carte que vous avez ici. Alors, pour les nommer, vous avez les Inuits, les Naskapis, les Inuits, les Abénakis, les Cris, les Mi'kmaq, les Algonquins, les Atikamekw, les Mohawks, les Malécites et les Hurons. Au Québec, en général, selon les dernières statistiques de 2016, on retrouve 55 communautés autochtones au Québec, 11 nations, 2 familles linguistiques et culturelles. C'est un peu comme vous, là, vous avez des familles linguistiques et culturelles. Par exemple, vous avez les Germains et les Latins. C'est ce qui fait, par exemple, chez les Latins, que les langues comme l'espagnol, le français sont de la même famille linguistique et culturelle. Bien, nous, c'est la même chose à l'échelle des Premières Nations. On a 2 familles linguistiques et culturelles qui sont la famille algonquienne, dont nous, on fait partie, et la plupart des autres Premières Nations, et ceux qui appartiennent à la famille iroquoienne, dont les Hurons et les Mohawks. Selon toujours les statistiques de 2016, il y a 182 890 Autochtones au Québec. On représente 2,3 % de la population totale au Québec. On représente 36,7 % des gens qui vivent en milieu urbain. D'ailleurs, c'est un enjeu. De plus en plus, on voit que les Autochtones en milieu urbain augmentent, entre autres parce qu'il y a des problématiques de logement dans les communautés. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de projets de centres d'amitié qui se développent pour justement répondre à cette clientèle-là qui ne vit pas nécessairement dans les communautés. Et la croissance de la population est de 20 %. Là-dessus, malgré qu'on a atteint dernièrement certains plateaux, et je vous dirais que dans les communautés, de façon générale, on fait plus d'enfants que chez les Québécois. Maintenant, un peu d'histoire, parce que c'est super important que vous puissiez comprendre justement ces aspects-là, puis ça vous permettra aussi de comprendre aujourd'hui tout ce qui concerne les enjeux réalités qui nous sont propres. Alors, au niveau du contact et des alliances, avant la période de contact avec les Basques, parce qu'en passant, dans les livres d'histoire, on parle toujours comme si les premiers contacts s'étaient faits avec Champlain. Alors, j'aimerais vous dire que non, parce qu'avant que Champlain arrive, les Inuits avaient des échanges et des contacts avec les Basques et les Vikings. Alors, avant la période de contact avec les Basques, les Français et les Anglais, les Inuits montagnais sont une nation souveraine occupant et assurant le contrôle sur un vaste territoire. Et tantôt, je vais vous montrer, je vous en ai montré quelques cartes, je vais vous montrer la carte contemporaine. Ces derniers sont divisés par petits groupes familiaux de 15 à 20 personnes et parcourent le territoire pour la chasse au caribou. Je vous mentionnerai cet aspect-là, quand on vous parle des pertes culturelles qu'on a pu subir. C'est un exemple.
car nous, les Premières Nations des Pequot-Inuits, on a dû adapter nos activités traditionnelles parce que le caribou n'est plus sur notre territoire depuis plus de 100 ans. Mais à l'origine, nous sommes le peuple du caribou. Alors, c'est le caribou qui était l'espèce prisée. Puis, il pratique et contrôle le commerce avec plusieurs nations venues du nord, du sud et de l'est. Écoutez, nous, dans notre Première Nation, on suit là, par exemple, toutes les fouilles archéologiques pour vous montrer ce que je vous présente. Comme par exemple au lac Achamouchouane, il y a déjà eu des fouilles où est-ce qu'on trouve des objets qui appartenaient à des Premières Nations qui actuellement ont disparu, notamment les Mohicans et les Assiniboines. Organisation sociale, dans la société Innu, la liberté, l'égalité, le partage et le respect font partie des valeurs. Et d'ailleurs, ce que des fois les gens ont tendance à oublier, c'est que dans notre organisation aussi de pays en tant que tel, qui est le Canada et le Québec, ça s'inspire de ces aspects-là, parce que moi, ce que j'aime mentionner comme exemple pour appuyer mon propos, c'est que lorsque les premiers Européens sont arrivés ici, on entend que c'était des monarchies, c'était un roi et un sujet. Alors, toutes les notions de liberté, d'égalité, de partage, ça ne faisait pas partie des valeurs européennes. C'est au contact avec les Premières Nations et à la construction de ce pays-là qui s'en est inspiré, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est le pays qu'on connaît. Le chef désigné est le meilleur chasseur. Il n'a pas d'autorité décisionnelle. D'ailleurs, chez nous, la notion d'autorité, ça n'existe pas. C'est plutôt une collaboration et par l'exemple que les gens font en sorte que les personnes respectent les règles ou sont respectées. C'est par qu'ils font qu'ils sont respectés. Les groupes, si besoin, nomment un porte-parole. Et là, je fais souvent cet exemple-là. C'est souvent la personne qui avait plus de facilité à communiquer ou qui avait la possibilité de parler d'autres langues. Alors moi, probablement que j'aurais été une de celles-là parce que comme j'ai souvent tendance à me définir, la parole, ce n'est pas mon problème, c'est mon point fort. Les femmes sont libres de choisir leur conjoint et parmi les groupes, elles ont un rôle et un statut égal aux hommes. Et je vous dirais que ça, c'est un aspect aujourd'hui qui est important à mentionner parce que c'est l'exemple que je donne souvent, dans notre échelle sociale de valeur aujourd'hui, en 2020, le plus haut niveau de considération, c'est un homme blanc et le plus bas niveau de considération, c'est une femme indienne. Nous, on est vraiment dans le bas de l'échelle des valeurs et je pense que les gens qui ont suivi les rapports qui ont été commandés et qui ont été déposés dernièrement, entre autres le rapport de la Commission Vien, le rapport sur les femmes et filles disparues et victimes de violences, font état justement du statut des femmes dans les communautés qui est très problématique encore au moment où on se parle. Les Inuits pratiquaient des mariages exogames. Ça, c'est quoi que ça veut dire? Puis je trouve que Mashtoyats en est un excellent exemple. C'est que pour assurer l'accès à un vaste territoire et pour éviter la consanguinité, puisqu'on était en peu familiaux, les gens mariaient, par exemple, une fille du bassin de la Péribanca mariait un gars de la Mistassini, pour donner un exemple. C'est de là quand on parle de mariage exogame, c'est à ça qu'on fait référence. C'est qu'on mariait des gens de d'autres groupes et aussi de d'autres bassins de rivières pour éviter la consanguinité et assurer l'accès à un vaste territoire. Les Inuits pratiquaient le don et le contre-don. C'était la façon dont notre économie était structurée. On n'avait pas, dans notre société traditionnelle, l'appât de gains ou l'acquisition de biens à long terme ne faisait pas partie de notre vision et de notre façon de vivre. La façon dont ça se faisait, c'est que les gens ils donnaient des choses et s'attendaient en retour que les choses leur soient données, les biens circulaient. C'est comme ça que l'économie était établie à cette époque-là. Les décisions se prennent en consensus. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'il fallait changer d'endroit parce que, les ressources étaient épuisées, c'est ensemble qu'on prenait la décision si on changeait d'endroit. Alors ça, c'est un trait caractéristique. Les droits du groupe priment sur les droits des individus. Et ça, j'attire votre attention là-dessus parce qu'aujourd'hui,
D'ailleurs, c'est une des réalités. On est dans un pays qui valorise beaucoup les droits individuels au détriment des droits collectifs. Alors nous, dans notre organisation sociale, c'était quelque chose qui était évident, puisque une personne qui met en péril la survie du groupe, ça ne peut pas être acceptable. Donc, les droits collectifs priment sur les droits individuels. Le mode de pensée est représenté par le cercle. La spiritualité est animiste. Et là, je vous donne vraiment, là, je fais des cues, là, parce que chacun des sujets que je vous parle pourrait faire l'objet de présentation en lui seul. Et la vision est holistique. Ça veut dire que pour nous, tout est lié. Ça veut dire que nous, on est liés aux arbres, on est liés aux plantes, on est liés au territoire, on est liés aux autres aussi. Donc, quand on parle de penser par le cercle de spiritualité animiste et de vision holistique, c'est à ça qu'on fait référence. Maintenant, toujours dans l'histoire, pour parler d'un aspect qui est la colonisation, le contact avec les Européens à l'ère de la traite des fourrures est venu changer les sociétés Innu et changer aussi le rôle stratégique sur le territoire et les ressources. Et moi, c'est souvent l'exemple que je donne là, qui est de choses qui n'est pas mis en valeur dans l'histoire des Premières Nations au Québec et au Canada. Notre pays a vécu quand même 100 ans de guerre iroquoienne. Les Iroquois, comme vous le savez, étaient plus associés avec les Anglais. Et pendant une période de temps très importante dans notre histoire, nous qui étions associés aux Français et les Iroquois qui étaient associés aux Anglais, on s'est fait la guerre pour avoir le contrôle et le monopole de la traite des fourrures sur le territoire. Alors ça, c'est des aspects importants de notre histoire qu'on ne parle jamais. Et quand je parle de la guerre, des guerres iroquoiennes, elles ont duré plus de 100 ans. Et pour vous donner un exemple en référence à ça, dans le musée de Pointe-à-Calière, on parle de la Grande Paix de Montréal de 1701 qui fait état justement quand on parle d'enterrer les haches de guerre, parce que les Iroquois étaient en guerre entre eux et faisaient la guerre à d'autres groupes aussi. Au début de l'ère industrielle, dans plusieurs provinces canadiennes, il y a conclusion de traités et afin de permettre l'installation des colonies et la construction du chemin de fer, parce que c'est comme ça que la colonisation et le développement s'est fait sur le territoire. Alors, le Québec, la Colombie-Britannique et le Labrador sont exclus parce qu'ailleurs, dans toutes les autres provinces canadiennes, il y a eu ce qu'on appelle la négociation de traités, les traités numérotés. Alors, la raison pour laquelle nous, par exemple, on peut négocier, c'est parce qu'il n'y a pas eu de traité et il n'y a pas eu d'entente qui a fait état de la conciliation des droits de la couronne avec les droits des Premières Nations sur le territoire. Au fur et à mesure que le territoire et les ressources sont exploités, les Autochtones dérangent. Je vais vous donner des exemples, sans vous paraître nostalgique ou mélancolique ou triste ou victime ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Je vous dirais qu'au moment où est-ce qu'on a commencé à exploiter le territoire, particulièrement dans notre région, la forêt, les Autochtones on dérangeait et on était continuellement tassés. Et on a tassé à un point où est-ce qu'à la limite, aujourd'hui, on se demande si c'est encore possible pour nous de pratiquer des activités sur le territoire et de vivre du territoire parce que ce territoire-là est fortement occupé et exploité par des tiers. D'ailleurs, le propos que je vous tiens en disant que de plus en plus les Autochtones dérangent, une des façons justement de régler le problème pour le gouvernement, ça a été de voter la loi sur les Indiens, OK, et de prendre différents moyens d'assimilation. L'évangélisation en est un, la loi sur les Indiens en est un autre, et les pensionnats. Et pour vous en parler de cette loi-là sur les Indiens, bien, la loi sur les Indiens est adoptée avant, là, son ancêtre, ça ne s'appelait pas la loi sur les Indiens, ça s'appelait l'Acte des sauvages. OK? Alors, ça avait pour but de faire en sorte qu'on s'occupe des sauvages. Alors, la loi sur les Indiens en tant que telle, comme on la connaît aujourd'hui, elle a été adoptée en 1876. Alors, elle est insérée, cette loi-là, dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique lors de la formation du Canada en 1867 et elle est inclue dans la Constitution canadienne. C'est l'article 91-24 de la Constitution canadienne
qui établit la responsabilité fédérale des Indiens et des terres qui appartiennent aux Indiens et d'où découle la loi sur les Indiens. Alors, de par la Constitution canadienne, c'est ce que je vous mentionnais, c'est le gouvernement fédéral. Et là, moi, je vais vous donner une image pour que vous compreniez qu'est-ce que ça signifie. Nous, en vertu de cette loi-là, on est encore aujourd'hui, en 2020, des citoyens mineurs. Ça veut dire que nous, au sens de la loi, c'est comme si on n'aura jamais 18 ans. On a besoin d'un papa, qui est le papa fédéral, pour décider pour nous. Cette loi décide notamment qui a le droit d'être indien. Les terres appartiennent au gouvernement fédéral et c'est lui qui a le pouvoir économique et celui d'une personne morale. Par exemple, ça veut dire quoi? Comme moi, j'ai ma maison. Moi, j'ai un terrain sur lequel j'ai ma maison. Celui qui est le vrai propriétaire de ce terrain-là, c'est le gouvernement fédéral. Moi, comme Première Nation, comme membre de la bande des Pequawagami-Inuits, je n'ai que le droit de surface. OK? Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que lorsque les gens se construisent des maisons ici, les coûts que ça engendre doivent être garantis à 100% par le Conseil, parce que de par le fait qu'on est des citoyens mineurs, on ne peut pas être saisi, nos biens ne peuvent pas être saisis, alors les banques demandent des garanties. Et c'est la même chose au niveau du développement. C'est une des raisons pour lesquelles, pour nous, c'est extrêmement difficile de faire du développement parce que cette loi-là, de par le fait qu'on n'est pas saisissable, les gens qui veulent faire du développement doivent garantir la totalité d'un coût d'un projet et dans certains cas, le double. Jusqu'en 1951, un Indien, la lampe vient de tomber, excusez-moi. Si un Indien décide d'emprunter de l'argent, c'est-à-dire qu'en 1951, un Indien ne peut emprunter d'argent ni poursuivre quelqu'un en justice. Si un Indien décide de poursuivre ses études supérieures, il doit renoncer à son statut. Maintenant, cette loi-là a changé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si on fait des études supérieures, on n'est plus obligé de renoncer. Le but, c'était de dire, quand on fait des études, on devient des citoyens comme n'importe quel citoyen, donc on renonce à notre statut. C'est le gouvernement qui gère les programmes et services destinés aux Indiens. L'exemple que je vous donnerai, pour bien comprendre cet aspect-là, parce que les conseils de bande qui existent, même si c'est considéré comme étant des mini-gouvernements, ça reste que les conseils de bande sont des délégataires des affaires indiennes, parce que c'est le ministre qui délègue les pouvoirs aux conseils de bande qui, eux, administrent en vertu d'une délégation les programmes et les services destinés aux Premières Nations. Les femmes qui ont un conjoint non autochtone perdent leur statut ainsi que leurs enfants. Et ça, j'aimerais insister sur cet aspect-là, pas parce que je suis une femme, mais parce qu'à Mashtuyat, c'est une réalité qui a des impacts, parce que depuis 3 à 4 générations, compte tenu que la loi faisait en sorte que les femmes indiennes qui mariaient et qui avaient des enfants avec des non-indiens, automatiquement perdaient leur statut et tous leurs droits. Alors, lors de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés et aussi dans les années 70, il y a des femmes autochtones qui se sont battues et ont dénoncé la discrimination qui était faite à leur égard et elles ont réussi, sauf que depuis ce temps, elles ont dû continuer à se battre parce que malgré les modifications qui ont été apportées à la loi pour que ces femmes-là retrouvent leur statut ainsi que leurs enfants, il demeurait que la discrimination se faisait toujours sentir du côté féminin. Je m'explique, parce que là, pour prendre des propos des fois trop intellectuels, les gens ont de la misère à nous suivre. Et par exemple, ça voulait dire que du côté de la femme, le statut se perdait de façon plus rapide. À Mashtuyat, ce fait-là fait en sorte que depuis 1985, on a vécu 3 vagues de réinscription des membres. Ça veut dire que les gens ont retrouvé leur statut. Donc, par exemple, on est passé de 85 à 2000 à 4500. Après ça, il y a eu le jugement C3, le jugement Corbière. On est passé à près de 6000. Et là, maintenant, avec la loi S3, parce qu'il y a encore un jugement qui a été rendu par la Cour suprême du Canada, on s'attend à être à 10 000 membres de la Première Nation à Mashtuyat. Maintenant, là, je vais aborder un sujet que je connais bien, puis c'est celui qui me passionne le plus, c'est toute la question de l'affirmation politique et juridique de nos Premières Nations. Et là, c'est sûr, c'est important de faire un peu d'historique.
nous, les Indiens ou les Amérindiens ou les Autochtones, on a eu le droit de vote en 1969. Alors, les femmes au Québec qui ont voulu faire valoir leurs droits, soyez rassurés, vous avez eu le droit de vote avant nous parce qu'on a été les derniers à avoir le droit de vote au Canada. Et en 1970, au même moment que vous vivez la Révolution tranquille, nous aussi, on a notre révolution. Et d'ailleurs, c'est un aspect que j'aimerais vous mentionner tout de suite. Notre histoire à nous et votre histoire à vous, les Québécois, elle est intimement liée. Elle chemine de façon parallèle. Et dans le sujet que je vais vous mentionner, ça en est un exemple. Comme par exemple, au moment où vous vivez la Révolution tranquille, nous, on vit ce qu'on appelle le début de l'affirmation politique et juridique des Premières Nations. Et qu'est-ce qui a suscité ça? C'est qu'à l'époque, le ministre responsable des Affaires indiennes était Jean Chrétien et le premier ministre est Pierre-Elliott Trudeau, le père de M. Trudeau actuel. Et l'objectif pour eux était d'abolir la loi sur les Indiens et de faire en sorte que les Indiens deviennent des citoyens comme n'importe quel Canadien. Alors, dans notre jargon à nous, c'est le dépôt du livre blanc, parce que quand on veut modifier les lois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les chefs se sont mobilisés et il y a eu 3 chefs importants, je dirais, qui se sont mobilisés et qui ont quand même donné le ton. Et je mentionnerai notamment le chef de notre Première Nation, Aurélien Guil, dont certains d'entre vous ont connu, le chef Max Gros-Louis, qui est décédé dernièrement, qui est décédé il y a 2 semaines, et le chef Mohawk, Andrew Delisle, qui est décédé l'an dernier. Alors, dans les années 70, c'est là vraiment que commence à germer et à se former un mouvement d'affirmation politique des Premières Nations. Alors, au même moment, ce qui fait avancer les choses, c'est qu'il y a des causes qui sont présentées par les Premières Nations pour faire valoir et défendre et protéger leurs droits. L'une des premières causes est la cause Calder, qui est un des premiers jugements sur la question des droits ancestraux et la question des droits sur le territoire et les ressources. Et là, je résume parce qu'en passant, depuis 40 ans, il y a beaucoup de jugements qui ont été rendus. D'ailleurs, c'est ça qui fait avancer la question des droits plus que la politique. Parce que du point de vue politique, on le voit, puis je ne vous le cacherai pas, ce n'est pas dans le but d'être critique. On sait qu'au Québec et au Canada, les enjeux autochtones, ça ne fait pas partie des priorités. Alors voilà. Alors, les tribunaux et la Cour suprême du Canada, de par les jugements qui sont rendus sur la question des droits, obligent le gouvernement du Canada à adopter une politique sur les revendications territoriales et obligent le gouvernement à s'asseoir à une table de négociation avec les Premières Nations pour régler la question des droits. Alors, dans notre cas, particulièrement, c'est là que s'est amorcée notre négociation. Et tout à l'heure, je vais vous en parler. Parce que maintenant, pour poursuivre sur les droits des peuples autochtones, c'est vraiment résumé, hein, parce que vous savez, juste sur la question des droits autochtones, si ça vous intéresse, juste ça, ça peut faire l'objet d'une présentation de 3 heures, là, facile. Mais moi, je vous résume en gros, et les plus importants. Les droits des peuples autochtones, quels sont les droits? C'est des droits prioritaires de prélèvement faunique. Ça veut dire quoi, ça, dans la vraie vie? Ça veut dire que sur le territoire du Québec, par exemple, on va dire, non, de notre région, on va prendre ça à plus petite échelle. S'il y a 100 orignaux et que nous, pour notre culture distinctive, on en a besoin de 30. Le droit prioritaire de prélèvement, ça veut dire 30 pour nous, puis 70 pour les non-autochtones. Le droit prioritaire de prélèvement faunique, ça, c'est un droit qu'on a. Et j'insiste là-dessus parce qu'on le voit, là, actuellement, les gens, ils nous mettent toujours sur le même pied d'égalité. Ils voient que les droits qu'on a sont au même niveau qu'eux et elles ne sont pas au même niveau. Alors, le droit à la consultation lors de projets d'exploitation du territoire et des ressources, ça veut dire qu'actuellement, dès qu'il y a un projet de développement qui risque de porter atteinte aux droits ancestraux et aux titres aborigènes, et là, je me permettrai de vous expliquer brièvement la nuance entre les deux. Les droits ancestraux, c'est le plus faible du spectre des droits. Si, mettons, on met ça sur un spectre de lumière, là, celui qui est le plus faible niveau, c'est les droits ancestraux tels que le droit de chasse, de pêche, de cueillette et le droit, par exemple, de couper du bois de chauffage.
Et le plus fort des droits, c'est le titre aborigène. Et le titre aborigène, pour vous l'expliquer, c'est comme l'équivalent d'un droit de propriété, mais qui n'est pas au sens d'un droit défini par le Code civil, un droit foncier défini par le Code civil. C'est un droit qui est lié au fait qu'on occupait le territoire et de façon exclusive à une certaine époque et qu'on avait notre propre structure et organisation sociale. Alors ça, c'est le plus fort du spectre des droits. On a des droits exclusifs de piégeage dans la réserve à castor de Roberval. Et là, c'est drôle, ça c'est un exemple des fois où c'est pas évident de comprendre toute la question des droits autochtones parce que les droits exclusifs de piégeage ne sont pas en vertu des droits ancestraux, mais sont en vertu d'un décret provincial qui, en 1951, dans l'objectif de protéger le castor qui était en voie d'extinction pour la deuxième, et si je ne me trompe pas, la troisième fois, a créé les réserves à castor pour protéger la ressource et automatiquement les Autochtones, dont nous, encore aujourd'hui, on a des droits exclusifs de piégeage sur le territoire de la réserve à castor de Roberval. On a le droit de se gouverner. D'ailleurs, nous, on est dans une démarche de constitution. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est de voir à mettre en place nos propres structures de gouvernance. On a un droit de propriété sur le territoire qui est un titre aborigène. D'ailleurs, nous, la Première Nation, on considère qu'on a un titre aborigène sur l'ensemble du territoire du Lac-Saint-Jean et sur le territoire de Québec. Et ça, comme je vous mentionnais tout à l'heure, juste là-dessus, ça fait l'objet d'une présentation. Et là, je ne pouvais pas m'empêcher d'amener ce point-là parce que souvent, même nous, les Premières Nations, on a tendance à penser que toute la question du fait qu'on ne paye pas de taxes et d'impôts, ça fait partie de nos droits. Eh bien non, ce n'est pas des droits, ce sont des privilèges. Et ça, je voulais me permettre de faire la bémol sur cet aspect-là. Les sources de droits autochtones, elles viennent, et là je vous simplifie, parce que je vous dis, là, c'est vraiment la Cour suprême du Canada, au fur et à mesure que les causes sont rendues, qui vient donner le ton par rapport à la question des droits des Premières Nations. Alors, d'où viennent les droits? Elles viennent des Premières Nations elles-mêmes, le fait qu'elles étaient souveraines, qu'elles occupaient un vaste territoire et qu'elles possédaient une culture distinctive avant que les premiers Européens arrivent. Alors, c'est une source des droits. Il y a l'Alliance de 1603, parce qu'oublions pas qu'en 1603, lorsque Champlain est arrivé et a débarqué à Tadoussac, et où est-ce qu'il y avait la nation Innu avec ses alliés, et ses alliés, à l'époque, c'était les Hurons, c'était les Etchemins, qui sont les Malécites d'aujourd'hui, et les Algonquins qui probablement sont répartis en différents groupes qu'on connaît comme aujourd'hui, qui sont les Cris, les Atikamekw, les Naskapi, pour ne nommer que ceux-là. Alors, l'Alliance de 1603, pour nous, Mashtoyas particulièrement, et pour nous, les Inuits, c'est une source de droit. Parce qu'à ce moment-là, c'était la consécration d'une entente de nation à nation. Alors, nous, les Inuits, nos ancêtres et les vôtres, on a convenu de faire une alliance militaire et commerciale et ensuite pour permettre aussi l'installation de colonies. Alors, pour nous, c'est une source de droit, l'Alliance de 1603. Ensuite, là, ça, c'est une époque peut-être pour les Québécois que vous n'aimerez pas, mais c'est une réalité. On sait qu'on a vécu une période de conquête. La proclamation royale de 1763 en fait une. Ça aussi, c'est une source de droit sur laquelle s'appuient les revendications. Et je vous la résume, la proclamation royale. Si vous voyez ma main ici, OK, imaginez que cette main-là, OK, représente le territoire du Canada qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était différent à l'époque et dans lequel le Québec est dedans. C'est le roi de la Grande-Bretagne, des Britanniques, a fait une ligne, OK, du nord au sud et a dit, au sud, nous installons les colonies et au nord, c'est des territoires qui appartiennent aux Premières Nations, aux nations autochtones pour l'articulation de leur culture distinctive et qui que ce soit porte atteinte à ces droits-là doit passer par la couronne. Seulement la couronne peut atteindre ou annuler ou supprimer un droit. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire autre que la couronne. Alors, c'est ce que vient dire la proclamation royale. Ensuite, autre source de droit,
c'est la Constitution canadienne via l'article 35. Mais je vous mentionnerai que ça, souvent, même nous, on a besoin de faire de l'éducation auprès de nos membres parce que souvent, en passant, là, notre Première Nation avec d'autres nations, on négocie depuis plus de 40 ans pour régler les questions relatives à nos droits. Fait que souvent, les gens chez nous disent « Comment ça se fait? Vous avez besoin de négocier, les droits sont reconnus dans la Constitution canadienne. » C'est vrai, ils ont tout à fait raison, sauf que ces droits-là ne sont pas définis. Et le défi, et c'est d'ailleurs pour ça que notre Première Nation, on fait de la recherche depuis plus de 40 ans, parce qu'il nous appartient de les définir, de les démontrer et d'en démontrer l'argumentaire. Alors, ça ne veut pas dire que de par le fait que dans l'article 35, on reconnaisse des droits, automatiquement, ça veut dire que nos droits sont reconnus, que tout est parfait. Au contraire, ces droits-là doivent être prouvés, doivent être démontrés avec des argumentaires solides et en plus doivent être négociés pour qu'on puisse concilier nos intérêts avec ceux de la couronne. Je résume. Les causes rendues devant les tribunaux depuis les 50 dernières années, c'est une source de droit. Par exemple, je vais donner un exemple parce que tantôt, je vous ai parlé des droits ancestraux qui est le plus faible du spectre. On a le jugement Calder en 1973 où est-ce qu'on reconnaît un droit prioritaire de prélèvement. On a le jugement Taku River Haida qui vient le jugement Delgamuukw, en 97 qui vient reconnaître tout l'aspect historique. Parce qu'en passant, là, avant, dans les tribunaux, on ne reconnaissait même pas l'occupation historique, on reconnaissait uniquement l'occupation contemporaine. Alors, avec Delgamuukw, on est venu reconnaître l'occupation historique. Avec Taku River, c'est là qu'on est venu reconnaître l'obligation de consulter et d'accommoder les Premières Nations lorsqu'il y a un projet de développement qui se passe sur le territoire. Et tout récemment, dans les Tchikotines, on a reconnu ce qu'on appelle un titre aborigène pour la première fois. Et là, je mettrai certaines bémols parce que c'est sûr que ça l'inquiète des gens quand on parle de titre aborigène parce qu'on parle de droits fonciers, de droits de propriété sur le territoire. Ça l'inquiète du monde parce que là, le monde, ils se disent « Eh mon Dieu, s'il faut que les Indiens soient propriétaires sur l'ensemble du territoire, c'est quoi qui va arriver? » Je vous dirais que nous, la preuve... il faut que la preuve soit solide pour démontrer un titre aborigène et une des conditions conditions, c'est ça qui doit être respectée, c'est de démontrer qu'on occupait ce territoire-là de façon exclusive avant l'affirmation de la souveraineté européenne. D'ailleurs, nous, on est en train de travailler là-dessus pour justement étoffer la preuve concernant nos droits ancestraux et notre titre aborigène sur le territoire. Alors, toujours dans les droits autochtones, les enjeux, au sens de la loi sur les Indiens sont des citoyens mineurs. La Constitution canadienne ne reconnaît que 2 peuples fondateurs. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne soit pas reconnu comme étant un peuple fondateur, c'est une erreur historique majeure, sachant qu'en plus, le Canada, comme je vous l'ai mentionné tantôt, est beaucoup inspiré de certains principes appartenant et propres aux Premières Nations. Ça ne fait pas de sens que dans ce pays, puisque nous étions là quand vos ancêtres sont arrivés, on ne nous reconnaisse pas comme étant des peuples fondateurs au même niveau que les Français et les Anglais, par exemple. Ensuite, la Constitution reconnaît des droits issus de traités, mais ça revient aux Premières Nations d'en faire la preuve. Peu de volonté politique à régler les questions autochtones. Écoutez, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous, je pense, c'est il y a 2 semaines, où est-ce que Samian et l'artiste Bees ont fait un film, un documentaire 30 ans après Oka, pour comme voir, bon, ben après 30 ans, ça a-tu évolué, ça a-tu changé? Fait que dans la vidéo, pour ceux qui l'ont lu, oui, sauf que toutes les questions territoriales, encore aujourd'hui, après 30 ans, demeurent entières à l'échelle du Canada et du Québec. Et là, les autres exemples, je vous les ai déjà mentionnés. Maintenant, justement, je vais vous parler, mais je vais tomber sur un autre sujet qui est l'historique de la négociation territoriale globale. Je vous en parle parce que c'est important d'en parler. Pourquoi?
parce que une fois qu'on dit que les Premières Nations ont des droits, peut-être que vous vous posez la question, OK, on fait comment pour concilier vos droits avec les nôtres? Alors, je résume tout de suite, je vous donne tout de suite, il y a 3 façons de les régler, ces questions-là. Il y a la négociation territoriale. Nous autres, c'est la voie qu'on a choisie et on est inscrit dans cette démarche-là depuis 40 ans. Il y a la voie des tribunaux. Les CRI, pour prendre cet exemple-là, lorsqu'ils ont signé la paix des Braves et aussi lorsqu'ils ont signé la Convention de la baie James, ça a été la voie qu'ils ont utilisée et c'est une voie qu'ils utilisent encore. Nous, on est en réflexion. On a une poursuite qui dort actuellement en dommages et intérêts passés pour les développements sur notre territoire. Et là, on se dit, on va essayer de voir à s'entendre avec les gouvernements via la négociation plutôt que d'activer cette poursuite-là. Mais elle existe, elle est là et elle peut toujours, du jour au lendemain, être activée si jamais on n'arrive pas à nos objectifs dans la négociation territoriale globale. Et l'autre façon, c'est l'affirmation. De plus en plus, je vous dirais qu'actuellement, nous, on est là-dedans parce qu'on se rend compte, parce qu'on a fait confiance, on a fait confiance au processus que vos gouvernements ont mis en place. D'ailleurs, on est encore inscrits dans la négociation. Puis là, même là, vous autres même, là, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous à penser que ça fait 40 ans qu'on est assis à une table de négociation pour régler nos droits et qu'on n'y est pas arrivé encore. Écoutez, moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'université, je faisais mes travaux là-dessus. Moi, je rêvais comme étudiante à ce moment-là de la signature d'un traité, la mise en œuvre d'un traité, la reconnaissance de notre droit à l'autodétermination, parce qu'entendons-nous, c'est toujours un point qui achoppe à la table des négociations avec le Québec. Le Québec ne reconnaît pas la Constitution de 82 et toutes les questions reliées à l'autodétermination des Premières Nations, il est très frileux là-dessus. On va dire les vraies affaires. Alors, la politique, en passant, historique de la négociation, on négocie en vertu d'une politique fédérale qui a été adoptée en 1979. Et nous, on a commencé nos négociations à ce moment-là. Et à ce moment-là, on était l'ensemble de la nation Innu au Québec et la nation Atikamekw. Mais au cours depuis les 40 ans, il y a eu différentes scissions. Actuellement, notre négociation à nous, elle regroupe seulement notre première nation à nous, Isipit et Noutaquan. En passant, pour négocier, là, si vous pensez que seulement s'asseoir une table et négocier, que c'est parfait, non. Au contraire, il faut vraiment à chaque fois amener des preuves, amener des argumentaires. Alors nous, pour faire accepter notre négociation, il a fallu faire une vaste étude sur l'occupation du territoire. Et à cette époque-là, on ne considérait que l'occupation contemporaine. Il a fallu par la suite, et encore aujourd'hui, on travaille là-dessus de faire l'historique de l'occupation du territoire avant l'affirmation de la souveraineté européenne. Alors, c'est l'étude, nous, qu'on appelle dans notre jargon la grande étude, qui a été déposée dans les années 80, qui a permis de faire la limite du territoire qui va faire l'objet de revendications ou de négociations que nous, on préfère parler parce qu'on n'a jamais abdiqué. Revendication sous-entend qu'on a abdiqué, qu'on a perdu, qu'on veut retrouver. Nous, on considère qu'on n'a jamais abdiqué par rapport à nos droits territoriaux. C'est pour ça qu'on préfère parler de négociation plutôt que de revendication. En 1982, il y a le rapatriement constitutionnel. Alors, automatiquement, la Constitution canadienne reconnaît des droits. Ça veut dire que nous, si on va jusqu'à la fin de la négociation de notre traité, il y a certains éléments qui sont rattachés à nos droits dans ce traité-là qui vont recevoir une protection constitutionnelle. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire à ce moment-là que les gouvernements ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, parce que sinon, ça pourrait être considéré comme étant contre la Constitution canadienne. Entre autres, la négociation a pour but justement de faire reconnaître et de faire protéger des droits par la Constitution canadienne, qui est une forme de bouclier. Il y a la résolution votée par l'Assemblée nationale du Québec sous le règne de René Lévesque et j'attirerai votre attention là-dessus parce que peut-être que dans votre histoire, c'est un aspect que vous avez oublié, mais je vous dirais que nous, on se repose là-dessus et quand on a déposé notre revendication, on le fait valoir et on le fait valoir encore aujourd'hui. Sous le règne de René Lévesque, René Lévesque a signé une résolution, une déclaration comme de quoi il reconnaissait les Premières Nations et leurs droits sur le territoire et leurs droits à l'autonomie. Et ça, c'est pas rien.
Ça, peut-être que vous, comme Québécois, vous avez à puiser dans ces sources-là, parce que nous-mêmes, on le fait, parce qu'à une certaine époque, vos gouvernements reconnaissaient qu'on existait, reconnaissaient qu'on était des nations et reconnaissaient qu'on devait discuter d'égal à égal. Plutôt que de discuter, nous, on est ici, puis vous autres, vous êtes là, parce que souvent, on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe, en disant, bien, pauvres petits Indiens, nous autres, on va vous dire comment on va vous organiser. Parce que vous n'êtes pas capable de vous organiser vous autres-mêmes. Exemple, pour avoir été assise pendant plus de 25 ans à la table de négociation, je pourrais vous en nommer plein d'exemples pour appuyer mon propos. L'approche commune en 2000, parce que notre négociation, je vous dirais, là, il y a 3 points qui achoppent tout le temps. Et là, actuellement, c'est encore le cas. Tu as la reconnaissance des droits, parce que nous, on a dit, on négocie, mais pas sur la base d'extinction. Vous devez reconnaître nos droits, y compris le droit à l'autodétermination. Fait que ce qui achoppe, c'est ça. Entre autres, toute la question de reconnaissance des droits. Ensuite, toute la question de faire en sorte que ce qu'on va signer puisse évoluer dans le temps, puisse passer le temps. Alors ça, c'est un exemple. Puis l'approche commune, en passant dans l'histoire de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour nous, c'est une partie triste de notre histoire parce que après, OK, nous autres, après que l'approche commune a été déposée, on a commencé à négocier l'entente de principe d'ordre général et dans notre région, OK, il y a eu un mouvement de contestation très important au point où est-ce que le gouvernement du Québec a commandé une commission parlementaire parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir signer l'entente de principe qui a été convenue à ce moment-là avec les Inuits. Et ça, pour nous, c'est une triste histoire parce que jamais qu'on aurait pensé vivre autant d'opposition dans notre région. Et il y avait aussi une autre région, vous n'étiez pas la seule, je ne veux pas penser que vous étiez la seule, la Côte-Nord aussi. Et même là, je vous dirais que c'est là qu'on a commencé à assister. Et là, j'arrêterai là aussi parce que juste ça c'est un sujet en soi. C'est là qu'on a commencé à assister à la formation de groupements de personnes qui revendiquent et clament avoir le droit d'être reconnus comme étant autochtones. Et ça, pour nous, là, c'est sûr que c'est venu shaker l'entente de principe qu'on a convenue avec le gouvernement du Québec et du Canada en 2004. Parce que le mouvement de contestation était tel que le gouvernement ne savait pas s'il allait reculer là, finalement. En 2009, on a fait Peshtunako, parce que comme je vous le mentionnais tantôt, nous maintenant, on est dans une dynamique de faire en sorte de faire valoir notre titre aborigène. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut aller chercher toutes les preuves d'occupation et d'utilisation du territoire par notre nation avant l'affirmation de la souveraineté européenne. Les principaux enjeux de la négociation du traité, de façon générale, je vous en ai déjà parlé, la conciliation des droits de la couronne avec ceux que détiennent les Premières Nations. Je vais prendre un exemple plus facile. L'idée, c'est d'avoir un contrat à long terme entre nos parties pour dire comment on s'est entendu, puis maintenant, comment on travaille ensemble pour l'avenir de nos nations respectives. En bref, la négociation d'un traité, c'est un contrat social à long terme. De façon spécifique, ça implique une reconnaissance des droits plutôt qu'une extinction, une participation aux décisions en ce qui a trait à l'exploitation du territoire et des ressources naturelles. Et ça, je vous donnerai l'exemple. Notre objectif a toujours été qu'on soit co-gestionnaire sur le territoire. Actuellement, le gouvernement du Québec ne veut pas que ce soit le cas. Il nous amène ailleurs, il nous amène dans une forme de participation. Eux, ce qu'ils disent, vous pouvez participer aux décisions. Nous, on veut participer à la gestion du territoire. Ça, c'est un des points qui, actuellement, la négociation achoppe, parce que nous, on a essayé, on était de bonne volonté depuis 2004. On essaye ce que le gouvernement nous a proposé et on voit que ça ne fonctionne pas. Je donne un exemple pour vous en parler parce qu'on est responsable des consultations gouvernementales qui existent. Ça veut dire que du moment où il y a un projet de développement sur notre territoire, le gouvernement a l'obligation de venir nous voir. C'est d'ailleurs de là que découlent les ententes et répercussions et avantages qui sont signés avec les promoteurs parce qu'une des façons d'accommoder ou d'atténuer les impacts
que projet peut avoir sur le territoire, c'est de signer des ententes de répercussion et avantages. Alors, nous, on a déposé un bilan en 2017, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, et je vous dirais que la prise en compte des 300 consultations qu'on reçoit, qui touchent principalement l'exploitation forestière, l'exploitation minière, le développement éolien, le développement hydroélectrique, le développement de la villégiature, pour ne nommer que ceux-là. Sur 300 consultations qu'on a à traiter par année, la prise en compte de nos intérêts à nous se chiffre à 0,01 %. Et ça, moi, ce que je vous donnerais comme message, pour nous, là, c'est très difficile de concevoir ça parce que je prends un exemple qui parle. Souvent, les gens ont tendance à penser que la pression qui est exercée sur le territoire et les ressources, c'est les Premières Nations qui en sont les principaux responsables. Bien, ce n'est pas le cas. Je prends juste un exemple qui parle concernant la villégiature. Sur notre territoire ici, actuellement, OK, ancestral, je le prends à l'échelle de notre territoire ancestral, on a 400 camps Inuits sur le territoire et on a 12 000 baux de villégiature, et ça, sans compter les illégaux. Et quand on parle, par exemple, de chasser l'orignal, ce que nous, on exerce comme pression pour la chasse à l'orignal, pour la Wananiche, par rapport à la pression que vous exercez, c'est une goutte d'eau. Et ça, moi, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus, parce que, sincèrement, ça serait le fun que vous ayez cette perspective-là, parce que nous, on est continuellement acculés, on est continuellement cassés. Puis je vais vous donner un dernier exemple pour appuyer mon propos. On a eu plusieurs années des contestations des pêcheurs parce que nous, on se réservait 2 semaines au départ des glaces pour la pêche traditionnelle, et la pression était tellement forte qu'on n'a pas eu le choix finalement de dire OK, on va ouvrir la pêche sportive en même temps que notre pêche traditionnelle, et cependant, on va mettre une bouée à 1 kilomètre de distance de notre Première Nation pour préserver la pêche au filet, la pêche traditionnelle. Fait que ça, c'en est un exemple où est-ce que nous, on aimerait que vous puissiez changer votre perspective. Une participation au développement, et ça, là, c'est pas juste des mots, hein, une participation au développement dans toutes ces substances. Pas juste de dire, OK, vous autres, les petits Indiens, là, on va s'associer avec vous autres. Non, non. Oui, vous vous associez avec nous autres, mais on veut que nous aussi, on soit partie prenante au développement. Et je pense que notre Première Nation, et je pense que dans notre région quand même, il y a des exemples de ça. Les partenariats qu'on a avec les MRC dans les projets de mini-centrales hydroélectriques en sont un exemple, mais il faut aller plus loin. Alors, il faut permettre aux Premières Nations d'avoir leur place dans le développement. La génération de revenus autonomes, et ça, je vais donner un exemple, toute la question du partage des redevances. Actuellement, le Québec retire des redevances de la villégiature, de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière, de l'exploitation hydroélectrique. Nous autres, actuellement, là, on a 0 de ça. C'est 0. Pourtant, c'est notre territoire. Puis là, ben, puis nous, ce qu'on considère, c'est qu'on a droit au chapitre de ces revenus-là pour nous permettre justement de se développer. Ensuite, ben, la mise en place d'un gouvernement autochtone, parce qu'actuellement, c'est d'ailleurs ce que je vous ai mentionné tantôt, les conseils de bande, même si nous, dans notre structure, on considère qu'on est un mini-gouvernement, reste qu'actuellement, on est un délégataire des affaires indiennes. Les principaux enjeux de la négociation territoriale, c'est le fait qu'il existe une incertitude sur les droits de la couronne concernant les terres et les ressources. Donc, si vous vous posez la question, pourquoi que vous êtes obligé de vous entendre avec nous, c'est ça. C'est qu'il existe une incertitude. Ça veut dire que nous, là, on pourrait faire... Si vous n'avez pas d'entente avec nous, ça veut dire qu'on peut aller prendre jusqu'à des moyens pour vous forcer à avoir des ententes avec nous parce qu'on a des droits sur le territoire. Que les gens l'aiment ou l'aiment pas, c'est la réalité. De cette incertitude, il y a une obligation de tenir compte de ces droits-là. D'ailleurs, la couronne, les tribunaux sont venus camper l'obligation de la couronne de consulter et d'accommoder. Et tantôt, je vous en ai déjà parlé, il y a 3 façons
de régler la question des droits. Il y a la négociation, les tribunaux et l'affirmation. Et moi, je vous dirais que, particulièrement notre Première Nation, on est de bonne foi parce que ça fait 40 ans vraiment qu'on essaye très fort d'arriver à un contrat social avec les gouvernements. Maintenant, vous avez une image de ce qu'est notre territoire ancestral. Vous le retrouvez ici. Je vous dirais que c'est les limites qui actuellement font l'objet de négociations. C'est le territoire qui est reconnu comme étant faisant l'objet de négociations territoriales. Alors, notre territoire ancestral, Nitassinan, 112 570 km². La partie sud est commune à Issipit et à Pessamit, parce que la partie de Québec, on s'entend, on n'était pas les seuls à être présents sur ce territoire-là. On partage en passant certaines zones de ces territoires-là avec d'autres Premières Nations, notamment les Cris, notamment les Atikamekw, aussi les Inuits de Pessamit. Alors, c'est la carte de notre Nitassinan. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a comme un bug. Maintenant, je vais le rapetisser, excusez-moi. Ça aussi, c'est le territoire de la réserve. Et là, je vais attirer aussi votre attention là-dessus. C'est quand même intéressant. Est-ce que vous voyez bien tout le monde? Parce que j'ai l'impression que j'ai touché quelque chose puis que ça a changé. OK, là, c'est meilleur. Hélène, est-ce que c'est possible de mettre ton écran un petit peu plus gros? Il faut que tu mettes ton PPT en plein écran. Comme ça? Il est déjà en plein écran, ma belle. Il l'est déjà? Oui, il l'est déjà. Non, il suffit de mettre en diaporama, Madame Hélène. Diaporama. Oui, juste dans le bas, là. Le quatrième, oui. Okay. Encore une fois. Parfait. Non, mais... Alors ici, est-ce que vous voyez bien? Ah, là, c'est mieux. Parfait. Merci. Là, j'ai hâte de voir comment je vais faire pour retourner à la diapo de l'autre, parce que là, je vois juste ça présentement, moi, mon écran. Alors, ici, j'aimerais vous le présenter, là, puis ça, vraiment, c'est une carte qui parle. C'est le territoire de la réserve, OK? Alors, vous avez, en 2018, le territoire de la réserve qui est à 15,24 km². En 2019, on a réussi à ajouter 1,3 km². Donc, on est rendu à 16,27 km². Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que le territoire de la réserve, à l'origine, était de 93 km². Et actuellement, il y a 14 dossiers de revendication particulière parce que dans certains cas, ce territoire-là a été cédé illégalement par notre papa, qui est le fédéral. Fait que nous, je vous dirais un exemple, là, pourquoi que je présente cette diapo-là, c'est que lorsque, justement, on a négocié l'entente de principe, vous savez qu'il est question qu'on ajoute 6 km² de mémoire là, au territoire de la réserve. Et vous savez qu'il y a eu des mouvements de contestation importants de nos voisins. Et là, moi, je me permettrais de mettre en perspective qu'actuellement, nous, en tout cas, pour notre part, on a de la difficulté à comprendre que vous n'avez pas de difficulté à ce que des intérêts étrangers puissent avoir des mainmises sur le territoire et les ressources de notre région, alors que nous, on était les premiers ici et on est ici depuis longtemps. On veut ajouter 6 km² à notre territoire de réserve et c'est la guerre. Je me permettrais de faire ce message-là parce que pour nous, on voit là, le territoire d'origine était beaucoup plus grand. On est obligé de revendiquer et de négocier ce qui nous appartenait déjà. Fait que je ne sais pas si je suis assez éloquente dans mon propos quand je vous amène cette perspective-là. Ça va? Ensuite, Mashtoyats en bref. Alors, je vous permettrai de vous dire aussi que notre Première Nation, quand on regarde ça à l'échelle de notre histoire qui remonte à 6000 ans et qu'on regarde ça à l'échelle des 100 dernières années, je vous dirais que les transformations ont été fulgurantes.
Alors, Machtoyats, en bref, actuellement, on est 7090 membres depuis juillet, les dernières données datant de juillet 2020. On est 2124 qui habitent sur la réserve. D'ailleurs, ça, c'est un de nos enjeux parce que nous, on a plus de 70% de nos membres qui vivent à l'extérieur de la réserve et on estime qu'ils sont entre 40 et 50% qui habitent le territoire de la région. Actuellement, on est au 2e rang des communautés autochtones les plus nombreuses au Québec. Le budget annuel qu'on gère par les derniers rapports annuels, c'est près de 70 millions de dollars qu'on gère annuellement. Et il y a près de 8 millions de revenus d'investissement. Et je vous dirais que nous, c'est une particularité. Le conseil actuel est très sensible à toute la question de la pérennité, de l'autonomie financière. Alors, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans des projets de développement pour que ces projets-là génèrent des revenus et que par rapport à ces revenus-là, ça revienne à la communauté pour développer des programmes et des services, notamment, par exemple, parce qu'on a nos propres secteurs d'activité qui ne reçoivent pas de financement de la part des gouvernements, comme par exemple droit et protection du territoire, patrimoine et culture, tous les aspects liés à notre langue. On ne reçoit pas de financement, c'est financé beaucoup via des fonds autonomes et qui sont générés, qui sont réinvestis dans la communauté. Maintenant, pour parler de notre structure politique en bref, à Machtoyats, nous, on a un conseil élu par suffrage universel, on a un chef et 6 conseillers, on a des élections à tous les 4 ans et aussi on a un registre après 3 ans. Ce que ça veut dire, c'est que le mandat est de 4 ans, mais après 3 ans, si les membres de la Première Nation sont insatisfaits du travail qui est fait par le Conseil des élus, s'il y a 500 signatures, automatiquement, il y a déclenchement des élections avant échéance pour nommer un nouveau conseil. Alors, quand on parle de registre après 3 ans, c'est de ça qu'on parle. 10% des résidents comprennent ou parlent la langue ancestrale. Vous savez, de vivre proche de vous, ça comporte pour nous des avantages et des désavantages. Les avantages, on va se dire les vraies affaires. C'est sûr qu'on est des chefs de file dans plusieurs choses parce qu'on est capable de dealer dans les 2 mondes. Mais les désavantages, parce que si on regarde à l'échelle de la nation Innu au Québec, où est-ce que la langue se parle encore à 80%, alors nous, on a moins de 10% de nos membres qui comprennent et qui parlent notre langue ancestrale. Et c'est un enjeu majeur pour notre Première Nation. On estime environ à 300 membres nos membres qui vivent sur la réserve. D'ailleurs, c'est le défaut d'être structuré réserve, c'est qu'à chaque fois qu'on a des statistiques, c'est en fonction de la réserve, fait qu'on n'a pas, nous autres, en tout cas dans la négociation, puis dans d'autres dossiers comme la Constitution, on a besoin de savoir combien de non-membres vivent ici, parce qu'il y a des questions qui se posent par rapport à l'accès aux programmes et services, par rapport à la possibilité à ce que ces gens-là participent à la vie démocratique de la communauté. Fait que c'est important pour nous d'avoir le portrait. Fait que donc, on ne l'a pas encore, on travaille là-dessus, mais on estime à 300 membres, non-membres, c'est-à-dire qui vivent sur la communauté. Ça peut être des gens qui sont conjoints ou ça peut être des gens carrément, parce que vous savez qu'ici, ça c'est un autre aspect que j'amène, ça me permet d'en parler, parce que tout le tour de la communauté, vous savez, on longe le lac, il y a de la villégiature, fait qu'il y a des gens qui ont, comment je pourrais dire ça, ne sont pas propriétaires du terrain, sont propriétaires de la bâtisse, mais ils vivent ici, dans la réserve, et ils utilisent nos services. Alors nous, on a l'exemple de ça, c'est parce qu'on en a tout le long du pourtour du lac. Alors l'été, la population de notre Première Nation, elle passe au triple compte tenu de la villégiature. Et ce qui est particulier, c'est que ces gens-là utilisent nos services, mais on en retire, ne paye n'ont aucune contribution financière pour l'utilisation des services. D'ailleurs, ça fait partie d'un de nos enjeux. Le portrait général de Machtoyats, je résume, actuellement, la structure politique, c'est à mi-chemin entre une municipalité et un gouvernement. C'est sûr qu'on n'est pas vraiment un gouvernement parce qu'exemple, on ne gère pas la justice, on ne gère pas la monnaie, l'immigration, malgré qu'on devrait la gérer. Mais en tout cas, bref,
On gère des choses qui s'apparentent au gouvernement, comme par exemple la santé, l'éducation, le développement de la main-d'œuvre, les infrastructures, les services publics, la santé publique, patrimoine et culture, droits de protection, relations avec le milieu régional, relations avec les grandes entreprises, revendications territoriales globales et revendications particulières. Ça veut dire que nous autres, on est dans les hautes sphères, pas les hautes sphères, mais les gros enjeux politiques et dans les enjeux plus terre-à-terre, comme par exemple, quand est-ce l'entretien des routes, la collecte des déchets, le recyclage, etc. Le portrait socio-économique, l'économie est basée sur une économie mixte et je vous dirais, c'est ce qui fait notre particularité, hein, parce qu'en passant, là, dans la plupart des communautés autochtones, en majorité, c'est beaucoup le modèle communautaire qui prévaut. Nous, on a un modèle d'économie mixte. Ça veut dire qu'il y a du communautaire et il y a du public. Alors, on a un mélange entre les deux. L'organisation publique compte 450 employés, dont environ 75% d'Autochtones et 25% d'Allochtones. Ça, on est très fiers de ça. Parce que pour nous, ce n'est pas qu'on ne veut pas que les gens travaillent, que les Allochtones travaillent pour nous, au contraire. Mais on se rend compte que la dynamique change quand c'est des gens de la Première Nation qui connaissent les enjeux, réalités de la Première Nation, qui travaillent dans les programmes et services. Ça fait toute la différence. Les principaux secteurs d'activité sont la forêt, l'énergie, le tourisme, le service et le commerce, les mines et les arts et l'expression culturelle. Et je l'ai mis en dernier, celle-là, puis j'aurais eu envie de la mettre en premier parce que là, c'est une petite crotte personnelle, ou bien, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est que je vous dirais qu'en matière d'art et d'expression culturelle dans notre communauté, c'est fou la richesse qu'on a. C'est fou. On a des artistes qui rayonnent à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, dans différents pays. On a de quoi être fiers des artistes que je nommerai pas de nom parce que j'ai peur d'en oublier. On en a tellement. Mais dans notre Première Nation, les arts et l'expression culturelle, c'est quelque chose qui est très important. Et moi, je me permets de faire un message. C'est quelque chose qui serait intéressant qu'on mette plus d'accent dans l'avenir parce que, veut pas, l'expression de nos artistes, c'est l'expression de nous aussi dans une certaine mesure. Puis d'ailleurs, en passant, on a même des projets où est-ce que vos artistes sont impliqués. Moi, sans la nommer, j'ai une amie qui organise à chaque année ce qu'on appelle le Land Art. Ça veut dire des arts faits à partir du territoire. Et il y a des Québécois qui sont impliqués et qui participent chaque année à ce Land Art qu'elle organise. Le portrait socio-économique, une population qui est jeune, et je vous dirais qu'on a de plus en plus, on vieillit. Là, je pense que les derniers chiffres, l'âge moyen de nos populations ont 34 ans, mais on est quand même plus jeune que chez les Québécois. On a un taux de chômage qui est plus élevé que nos voisins, bien que notre Première Nation soit, je dirais, en santé sur le plan économique et tout ça, reste qu'on a un taux de chômage qui est plus élevé que nos voisins. On a dans notre communauté des groupes de personnes, pour eux, qui sont très difficiles d'avoir accès à des emplois et de la formation. On a de la pauvreté. Ça, je ne vous le cacherai pas, on a même chez nous, dans notre Première Nation, de l'itinérance. On a des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Et je vous dirais qu'on est l'exemple parfait de ce qui existe dans la société québécoise, mais dans une échelle plus réduite. Il y a des gens qui sont extrêmement riches et il y a des gens qui sont extrêmement pauvres. La formation représente un défi et je vous dirais que les pensionnats, ça a laissé sa marque. Je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles les gens chez nous ont de la difficulté à valoriser l'éducation parce qu'il y a une lourde histoire derrière ça. Maintenant, pour presque arriver à la fin, les principes qui guident nos relations avec nos voisins, je trouvais ça important de les mentionner hein, parce que nous, quand on fait affaire avec vous autres, là, okay, quand on s'assoit avec vous autres, que ce soit les entreprises, que ce soit les représentants des municipalités, vos représentants politiques et tout ça, c'est ce qui guide nos relations avec vous autres. Okay? Nous autres, là, quand on s'en va s'asseoir avec vous, c'est ça qu'on a en arrière de la tête. Okay? C'est comme ça qu'on développe notre approche. C'est un respect et ouverture. Okay? C'est les principes. Nous, à chaque fois qu'on s'assoit avec vous, on s'assoit dans le respect et on s'assoit avec une ouverture. Puis l'ouverture, elle se traduit comment? Elle se traduit par l'écoute.
elle se traduit aussi par comprendre, d'essayer de comprendre ce que vous nous dites, puis d'essayer de comprendre que oui, pour vous, c'est important. Mais ça, vous savez, ça se fait dans les deux sens. Alors voilà. Un des éléments, des principes qui guident nos relations, c'est le respect et l'ouverture. La relation de nation à nation, ça, là, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui met le doigt sur le bobo, mais ça, c'est important. Souvent, les gens, quand ils nous parlent, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils nous situent à un autre niveau, puis à un niveau inférieur qu'eux. Et ça, à quelque part, il faut que ça change, cette mentalité-là, de nous considérer comme étant inférieurs à vous ou à d'autres, mais de nous considérer d'égal à égal avec vous. De nation à nation, c'est ça qu'on veut dire. Reconnaissance de nos droits, y compris le titre, les intérêts ou préoccupations, ça, c'est important. Ça, je vous l'ai mentionné tantôt, je me suis permis d'insister. Écoutez, que vous le vouliez ou non, les droits qu'on a ne sont pas les mêmes que les vôtres. Il y en a certains, oui, qui sont les mêmes que les vôtres, mais il y en a d'autres qui sont différents des vôtres. Fait que notamment, tous les droits rattachés aux ressources, aux territoires, sont différents de vous. Parce que nous, c'est du territoire que nous vivions, c'est de là qu'elle s'articule notre culture et notre mode de vie. Fait que pour nous, c'est extrêmement important. Ce n'est pas juste une question d'avoir des intérêts, non. Parce que nous, je vais vous dire là, honnêtement, si on perd le lien avec notre territoire, on est foutu parce que notre culture distinctive est intimement liée à ce territoire-là. Fait que pour nous, c'est important de continuer d'y avoir accès. C'est important de pouvoir continuer à l'occuper. La collaboration et la concertation, parce que ça, c'est important aussi parce que je vous cacherai pas là, qu'encore aujourd'hui, on voit des situations où est-ce qu'il y a des gens qui parlent en notre nom, qui ne nous ont jamais demandé qu'est-ce qu'on en pensait, qui ne nous ont jamais demandé notre autorisation, puis qui se disent, ben là, voilà les Pékogami Inuits. Fait que ça, là, c'est un élément important aussi, la collaboration et la concertation. Et je vous dirais que dans la région, on fait des grands pas avec vous. Je pense qu'on est précurseurs parce qu'on l'a démontré dans l'avenir par divers exemples. Et je pense qu'il y a une volonté. Et souvent, quand il y a un clash, ça frappe fort, par contre. Ensuite, ça, c'est super important, puis je veux que vous le reteniez, OK? Parce que nous, là, on ne veut pas la guerre. On ne pense pas de vouloir vous retourner avec vos maisons en France. On ne pense pas de faire en sorte de ne pas respecter vos droits sur le territoire d'aucune façon. Pour nous, un des principes, c'est la cohabitation harmonieuse et pacifique. C'est ça qui guide nos relations avec vous. C'est pour ça que nous, par exemple, il y a des fois des gens chez nous, là, notre monde, ils nous posent des questions puis qui nous disent, mais pourquoi nous autres, on n'en fait pas de barricades? Et pourquoi nous autres, on ne bloque pas le train? Parce que le train en passant ici, si on voulait le bloquer, nous autres, là, ça fait mal en tabarouette, hein, parce qu'il passe, et je ne sais pas si vous savez, là, mais il passe le train ici chaque jour. Fait que nous, c'est un exemple. On a une approche, je pense, très ouverte, très conciliante. Puis ça, ça découle du fait qu'un des principes qu'on a, c'est la cohabitation harmonieuse et pacifique, l'égalité, l'équité et la pérennité. Et là-dessus, je vous dirais que nous, et je l'ai mentionné tantôt, hein, vraiment les Québécois et nous, là, notre histoire chemine en parallèle. Les enjeux que vous avez sur le plan de la culture et de l'identité, ça chemine en parallèle. On aurait tout avantage, vraiment, le plus possible, à travailler ensemble pour s'aider, s'entraider, plutôt que de se nuire. En terminant, les enjeux, le maintien de notre culture distinctive, et ça, là-dessus, je pense qu'on a ça en commun avec vous. Le respect de nos droits ancestraux, y compris le titre aborigène, le droit à l'autodétermination. Puis d'ailleurs, nous, on est là-dedans. Tantôt, quand Sandra m'a présenté, j'ai l'honneur et vraiment, je suis extrêmement fière de ça. Et je pense que pour moi, c'est une belle marque de reconnaissance de mon peuple, de m'avoir élue présidente de notre démarche constitutionnelle, nos intérêts, notre culture, notre mode de vie, nos préoccupations, autonomie que je distingue d'autodétermination parce que autonomie dans tous les sens du mot que ça aide, autonomie individuelle à communautaire, la pérennité, l'adoption d'une constitution et la signature d'un traité,
Et ça, là-dessus, on espère qu'on va y arriver parce que ça va permettre de régler une fois pour toutes la question des droits sur le territoire et d'établir la façon dont vous voulez, vos gouvernements voulaient vous comporter et nous aussi dans l'avenir. Alors, Tinishmitnal, merci. Des questions? Merci beaucoup, Hélène. Tu as bien expliqué l'incompris. Ça nous a beaucoup éclairé, vraiment. Merci beaucoup. Hélène, on sait pourquoi là, tu es chargée de cette commission de consulter, rédiger, soumettre un projet de constitution à la Première Nation. Merci beaucoup. Avant d'aller à la période de questions, parce que je le sais qu'à un moment donné, vous allez quitter, j'aimerais ça qu'on puisse prendre une capture d'écran, une photo, pour montrer, Hélène, qu'on t'entoure, qu'on est là aussi. Ah, c'est super! Et que oui, on est là pour travailler avec la communauté et effectivement, on est en parallèle avec vous et on va poursuivre notre collaboration. C'est vraiment important. Alors, je vous demanderai d'ouvrir vos caméras et ma collègue Marlène va faire une capture d'écran. Il y a Jean-François Bolduc, là, je vois juste un petit, son écran est noir. Pensez-vous que c'est possible d'ouvrir votre caméra? Merci. Merci, Jean-François. Alors, Marlène, c'est toi qui donne le cue. Et Oui, allons-y avec un sourire tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, la façon de poser vos questions, et j'imagine que vous en avez plusieurs, vous l'avez déjà là, mis un peu dans le chat. Alors, peut-être levez votre main et on va vous accorder la parole. Ouvrez votre micro. Je pense que ça peut être une conversation fluide aussi. Je pense que c'est ce qu'Hélène aimerait bien. Alors, voilà, vous pouvez poser vos questions. Sylvain, peut-être? Sylvain Tremblay? Alors, bonjour tout le monde et merci encore Hélène pour la conférence super pertinente. Mon petit côté peut-être prof qui revient. Je voulais juste une différence entre, mettons, l'orthographe de Innu avec deux N, Innu avec un L et Inuach. Fais-moi une petite... Vous voyez à quel point, là, la question que vous posez est intéressante parce que ça va m'amener à tous les impacts du colonialisme qui se fait encore sentir, OK? Nous, là, on nous oblige à franciser nos mots. Fait que même nous autres, on a de la misère, là, on est obligé de se dire non. Tu sais, on doit se dire non, c'est pas de même qu'on l'écrit, on doit l'écrire à notre façon. Mais on a encore du chemin à faire parce que c'est un bon point. C'est sûr que actuellement, c'est la réalité. On nous oblige à franciser nos mots alors que nous, on refuse. Fait que nous, on essaie d'utiliser plus nos termes à nous, à notre façon, que d'utiliser nos termes à la couleur de vos règles à vous. Là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Mais même nous, des fois, là, on est obligé de se parler et se dire non, il faut écrire dans notre langue. C'est la façon qu'on le disait. Mais votre terme à vous, donc, ce serait officiellement Inuach? Oui, Inuts. Exactement. Dans le dialecte de Mashtoyats, parce que dans les autres communautés, parce qu'on est chez nous, puis Pessamit qui avons le dialecte en L, les autres ont le dialecte en N. C'est pour ça qu'ils disent Innu et non Ilnu. Okay. Ben, merci, Hélène. Alors, qui pose une question? Pierre Forêt? Oui, on s'est parlé récemment, pardon, excusez, on s'est parlé récemment à Mme Boivin, puis je suis content de vous retrouver. Ce matin, vous en avez dit beaucoup plus que lors de la soirée sur les minorités et les exclusions. Mais ça touche tellement de domaines, votre présentation, que je ne sais pas par quel goût prendre ça. Je vais me contenter, là, sans tomber dans la politique, évidemment, toute la démarche là, de travailler entre nations d'égal à égal, ça appartient autant au MRC, aux municipalités, au niveau québécois qu'au niveau fédéral, même si la loi est fédérale. Mais ce qui me touche, ce sont les valeurs fondamentales. Il y a, vous avez parlé d'égalité et
et l'égalité entre les hommes et les femmes, ou les égalités entre toutes les personnes, la liberté, le partage et la solidarité, ça rejoint tellement les valeurs québécoises qu'on a déjà une bonne base de liens communs qui nous permettraient d'aller plus loin. Mais comment enraciner ça dans le partage du territoire, l'exploitation normale des ressources et tout le reste? Ben, je vais laisser ça à nos politiciens et politiciennes de travailler là-dessus. Mais c'était le message que je voulais vous transmettre du point de vue plutôt humaniste. Merci. Hélène, est-ce que tu as quelque chose à répondre? Ben, non, moi, je suis contente que finalement, mon propos fait du sens. OK? Parce que c'est bien beau parler, mais si ça ne fait pas de sens ce qu'on dit, ça ne donne rien. Fait que je suis contente de voir que mon propos fait du sens. Puis effectivement, puis j'espère que ça va faire du chemin aussi. Parce qu'effectivement, c'est ensemble qu'on va y arriver. Là. Sinon, puis c'est ça. Parce que là, il faut que j'arrête, hein, parce que je m'emporte facilement. Fait que je vais vous laisser la place à l'échange et aux questions. Parce que comment on dit, moi j'ai le feu. Là. J'ai une question de Carl Côté. Carl, qui va participer à l'événement du 3 décembre prochain. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail à la suite de la présentation. Mais Carl, à toi la parole. Merci Sandra, puis merci Hélène pour ton excellente présentation. C'est vraiment instructif. Tu sais, même si je travaille avec la communauté depuis 23 ans. Puis comme tu sais, dans les études, ma question porte sur les grands projets, notamment, là, tu sais, on en connaît, là, Métaux Blackrock, Ariane Phosphate, ainsi de suite. J'aimerais ça que tu parles, parce qu'on est beaucoup impliqué dans les études environnementales, puis là-dedans, évidemment, il y a l'acceptabilité sociale. Donc, moi, ce que je remarque, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'entente encore. On est comme dans un genre de vide. Tu sais, on demande à des promoteurs, on parle d'Ariane ou BlackRock, peu importe, de négocier des ententes avec les communautés pour le développement économique notamment, puis tous les enjeux environnementaux qu'il peut y avoir sur le territoire, mais il n'y a pas de barème. T'sais, le fait qu'il n'y ait pas d'entente, moi je voudrais ton avis là-dessus, mais en tout cas, moi je pense que ça rend que les projets, étant donné qu'il n'y a pas de cadre ou qu'il y en a peu qui sont nommés parce qu'il n'y a pas d'entente avec le gouvernement, bien, ça oblige un peu les promoteurs à dire ramasse en guillemets, la POC de gérer la relation autochtone, alors que moi, je me dis, bien, ça fait que ça retarde et ça fait qu'on est tout le temps d'un projet à l'autre. C'est complexe de gérer pour une compagnie ou pour peu importe, parce qu'il n'y a pas d'entente. Je me sens qu'avec une entente, ça permettrait de dire, bien, voilà le cadre, voici la mesure qu'il faut faire, fait que suivez cette entente-là. On va t'entendre parler un petit peu là-dessus. Carl, écoute, c'est comme... Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui. Carl, c'est comme si tu étais connecté à nous, hein, parce que nous, on travaille, je vais l'expliquer comme ça. On a décidé de prendre une approche qui est différente parce qu'on voit que la négociation, on n'est pas encore arrivé à la fin. Mm-hmm. Puis on a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Puis on essaye de, tant bien que mal de convenir d'entente avec les gouvernements, mais ça ne marche pas parce qu'il y a des éléments qu'on considère comme étant fondamentaux puis qu'on n'arrive pas à inclure dans ces ententes-là parce que ces ententes-là, nous autres, on veut s'assurer qu'elles reflètent ce que nous, on veut aussi. Là. Absolument. Nous, actuellement, ce qu'on est en train de changer on est en train de changer de cap, puis je te dirais que c'est pas évident hein, parce que ça nous oblige à nous décoloniser, nous, parce qu'on va se dire les vraies affaires, là, OK? Nous, là, on est colonisés à l'os parce qu'on est tellement habitués que le gouvernement nous organise, là, qu'on s'attend à ce que c'est lui qui va nous dire quoi faire. Mais là nous autres, à Machtoyats, là, on a commencé à dire non, là, ça marche plus, là. On a eu cette approche-là depuis longtemps, mais là, non, ça ne marche plus. C'est maintenant à nous de dire comment on veut que ça se passe. Fait que là, on est là. Mais ça, là, Carl, tu le sais, hein, tu travailles avec nous. C'est bien beau de dire, mais mettons, actuellement, on parle d'élaborer, par exemple, parce qu'on travaille en équipe, là, on a besoin de développer des outils comme, par exemple, des grilles d'analyse à la décision. Quand il y a un projet de développement sur le territoire, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, puis c'est go, puis c'est pas go? Des outils de grille d'analyse aux compensations. Quand il y a un exemple, là, le monde, là, il sera. Tu sais, tantôt, j'ai parlé du caribou, là, c'est une pratique qu'on a dû adapter. Il n'y a personne qui s'est posé la question. Mettons, demain matin, on déciderait de donner une valeur monétaire à ce que ça représente, la perte
le fait qu'on n'a plus de caribou sur notre territoire puis qu'on ne peut plus chasser le caribou. Ben non, nous autres, on a besoin d'outils comme ça. Puis on est tout à fait conscient que c'est à nous de les développer. Puis on est là. Sauf que, ceci dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on fait des petits pas. T'sais. Comme là, bientôt, je ne peux pas vendre la peau de l'ours parce qu'il y a des choses qu'on doit garder à l'interne. Il aurait fallu que je me valide avec mes mandats avant de vous en parler. Et je peux juste vous dire qu'actuellement, on travaille sur des outils. Puis vous allez voir, je vous avertis juste que dans les prochains mois, là, vous allez voir que le ton va changer. D'accord. Merci. Hélène, une question de Mathieu Savard. Mathieu est toujours là, mais je lis sa question. J'ai été à Maastricht et j'ai constaté que la langue montagnaise était bien peu présente. Pourtant, c'est une réserve montagnaise. Serait-il possible de rendre cette réserve? Et probablement qu'Hélène va vous reprendre, Mathieu, parce qu'on a dit plus réserve. Donc, cette communauté autochtone bilingue. Ben, elle est déjà bilingue, elle est même trilingue. Mathieu, peut-être que tu devrais venir plus souvent. Parce qu'elle est déjà bilingue et elle est même trilingue parce qu'il y a des gens qui parlent anglais ici. Là, puis il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent de façon minoritaire le Nilweewoon. Mais tu vois, Hélène, de là l'importance de faire un événement comme aujourd'hui, de mieux vous faire connaître. Mathieu n'est pas tout seul dans sa situation. Des milliers de personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean n'ont jamais mis les pieds dans la communauté. C'est sûr, c'est un enjeu. Même nous, actuellement, je vais vous donner un exemple, les défis que ça représente. Okay? On parle de tradition juridique autochtone. Et pour ça, il faut que ça se fasse dans notre langue, parce que le français, puis le Nilweewoon, ça n'a pas du tout la même structure. OK? Fait que pour nous, c'est un défi. Puis le bilinguisme, on est conscient, mais il faut mettre plus d'énergie pour notre langue, comme vous autres, vous devez le faire aussi, pour s'assurer que ça ne se perde pas. Hélène, j'aurais une question. Comment peux-tu rassurer les gens qui nous écoutent puis qui voient des négociations, parce que on en a parlé, hein, le territoire que vous revendiquez et vous avez été là depuis toujours. Pour la population régionale, c'est une méconnaissance, il y a certaines craintes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer la population de toute cette collaboration qui peut être mise sur pied? Je pense que je l'ai mentionné tantôt, ne serait-ce que notre approche, on n'a jamais eu une approche provocatrice à Maastricht. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a eu une approche provocatrice à Maastricht? Non, hein? Moi, je pense que pour rassurer les gens, quand je vous ai parlé tantôt des principes qui guident nos relations avec nos voisins, pour vous rassurer, c'est les principes qui nous guident. Fait qu'on on ne vous veut pas de mal, on ne veut pas vous faire la guerre non plus, mais on veut être respecté, là. Puis c'est sûr que maintenant, c'est sûr que nous, on a, jusqu'à maintenant, je vais vous dire les vraies affaires, on a été très, 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 très conciliants, même trop conciliants. C'est sûr, mais c'est sûr que l'objectif, puis on n'a jamais eu comme volonté de vouloir vous faire du tort de quelque manière que ce soit. Je pense qu'on a toujours démontré notre ouverture à collaborer et à être partenaire avec vous. Fait que pour vous rassurer, je pense, fait que là, j'espère que j'ai réussi à être assez éloquente à ce sujet-là, parce que je l'ai mentionné, on a des principes qui guident vos relations avec vous autres. La cohabitation harmonieuse et pacifique, c'en est un, là. Mais en même temps, tantôt, je vous ai mentionné, il faut que ça se fasse dans les deux sens, là, pas juste de notre côté à nous, là, de votre côté à vous aussi. Ne serait-ce, vraiment, là, moi, j'aimerais ça que vous puissiez vous mettre dans notre perspective. Parce que nous autres, on est toujours dans la vôtre. Mais puis justement, tellement des fois dans la vôtre qu'on n'est pas assez dans la nôtre. Là, parce que là, on a tendance à oublier des fois. Là, fait que, moi, je pense que le message que j'ai livré aujourd'hui, je pense que je vous ai démontré sans aucun doute que les Pequawagami Inuits ont vraiment la volonté, et ces institutions, là, la volonté de travailler en étroite collaboration avec le milieu autant que possible. Dominique Dufour a une question.
Oui, Hélène, toujours un plaisir de t'entendre. Oui, Dominique. Oui, écoute, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de rapprochements, de partenariats, autant avec le milieu des entreprises, mais aussi avec les services municipaux. Ces activités-là, ces partenariats-là ont donné des bons résultats, puis il y en a qui ont donné des moins bons résultats. J'aimerais ça t'entendre sur, selon toi, là, les meilleures attitudes de s'asseoir en amont d'un partenariat, puis aussi les pires attitudes. Ce serait peut-être intéressant de t'entendre là-dessus. Répondu, ben les pires, les mieux, c'est de nous considérer dès qu'on a une idée puis qu'on pense que ça peut nous intéresser ou nous affecter, bien, de nous inviter. Mais c'est sûr que pour nous, là, je voulais juste me mettre en perspective, c'est sûr que pour nous, de travailler à l'échelle des municipalités, ça devient très difficile parce qu'il y en a beaucoup. Puis nous autres, on n'est malheureusement pas beaucoup de ressources. Moi, là, un jour, je ne suis pas éternelle, là, fait qu'on s'occupe des gros dossiers, fait qu'on n'a pas. On voudrait bien être capable de tisser des relations avec les 55 municipalités, les MRC. Fait qu'on essaye du mieux qu'on peut. Fait que je pense que les options gagnantes, c'est justement de nous considérer dès le départ. Puis je vais donner un exemple. La visite d'un ministre, là. Tu sais, comment ça se fait que des fois, on ne pense même pas nous inviter? Nous autres, c'est nous autres qui sommes obligés de dire hey, on est là! Comment ça se fait que le chef n'est pas invité? Tu sais, les représentants des MRC sont invités, tout le kit, mais nous autres, que dalle! Fait que voilà, ça, c'est des petits exemples. Les plus mauvais, c'est de nous ignorer, de parler en notre nom. C'est les plus mauvaises. De dire que comme si on n'existait pas, comme si c'était pas important, comme si on n'avait rien à foutre des Indiens finalement, puis qu'on ne les considère pas. T'sais, on fait nos affaires parce que les autres, de toute façon, ils font nos affaires. Puis d'avoir cette attitude-là, c'est pas gagnant. Je ne sais pas si j'ai répondu, si ça fait ton affaire. Puis, Hélène, merci. Venez vers nous, on n'a jamais fermé la porte. Les gens qui viennent vers nous, là, les gens qui nous appellent, puis qui veulent nous voir, puis qui veulent nous parler, là, dites-moi s'il y en a qui ont de l'expérience ici avec ça, on n'a jamais dit non, au contraire. Comme là, justement, dernièrement, j'avais une petite jeune fille qui est de Québec, qui voulait faire son projet de fin d'études au secondaire sur les femmes autochtones. Bien, là, même là, on se dit, tu sais, moi-même, je me dis, hey, Hélène, tu as de l'ouvrage pour de sa tête, tu n'as pas le temps de t'occuper de ça, là, mais tu sais, on prend le temps parce qu'on se dit, pour les gens qui veulent, on est toujours accueillant, on est toujours disponible, on essaie toujours de faire de notre mieux. Fait que je pense que l'approche de vouloir nous parler, de venir voir Machtoyats en passant, de venir à Machtoyats. Moi, j'ai encore des gens aujourd'hui, là, en 2020, sérieux, là, qui me disent, hey, on peut vraiment y aller? Ben là, je dis, oui. C'est quoi, là? Vous pensez qu'on va vous attacher un arbre, là, puis qu'on va vous torturer? C'est quoi vous pensez? Deux prochaines questions, Hélène. Carl Laberge et Éric. Premièrement, merci beaucoup pour la présentation. Vraiment très instructif, je pense. C'est vraiment un beau tour d'horizon pour nous aider à comprendre la réalité. Je pense que ça aide beaucoup les gens. Là. Deuxièmement, tu demandais un témoignage. Nous, à l'administration portuaire, au port où je travaille, dans le cadre des projets, là, on consulte beaucoup là, la communauté de Machtoyache, entre autres. Je peux vous dire qu'on a une excellente collaboration. C'est toujours agréable de faire affaire avec les gens chez vous. Là. Ça en est un témoignage. C'est vrai que la porte est toujours ouverte et les discussions sont très faciles. J'ai une question peut-être pour d'intérêt général là, au niveau de la gouvernance chez vous. Puis je vais faire un parallèle avec ce qu'on a vu dans l'Ouest canadien au début de l'année. Là, vous avez fait référence là, au chemin de fer tantôt. Là, il y avait eu des blocages ferroviaires, puis c'était des chefs héréditaires qui avaient des demandes. Puis on voyait qu'il y avait une différence entre les niveaux de gouvernance là-bas, qu'il y avait des chefs élus, qu'il y avait des chefs héréditaires. Puis je vais aller un petit peu plus loin. Là. Plus récemment, là, il y a dans peut-être 3 semaines ici, il y a des gens qui, je l'ai juste vu dans les journaux, là, qui ont fait un blocage symbolique de la voie ferrée du Roberval-Saguenay dans le cadre des audiences de GNL, là, qui disaient, qui représentaient des gens de la communauté de Machtoyache chez vous.
Comment, au niveau de la gouvernance chez vous, c'est organisé? Est-ce qu'il y a ces parallèles-là, puis pour nous aider à bien comprendre là, la représentativité, puis comment ça fonctionne là, dans la communauté? Bon, OK. Je vais commencer parce que ce n'est pas évident là, pour être sûr que je vais essayer d'être pédagogique. En tout cas, ceux-là qui sont pédagogues, vous me direz si j'ai réussi ou pas. Là. La problématique que posent les chefs héréditaires versus les conseils de bande, c'est que les conseils de bande, comme je vous l'ai mentionné, c'est des entités qui sont rattachées à la loi sur les Indiens. C'est sûr qu'à un certain niveau, il y a des chefs traditionnels qui ne reconnaissent pas cette structure-là pour pouvoir prendre des décisions qui concernent le territoire et l'exploitation des ressources. OK? Parce qu'eux considèrent que c'est les chefs et les familles qui occupent le territoire qui ont autorité. OK? Fait que là où se situe le problème, il est là. Et chez nous, on est aussi confronté à ça. OK? Et on y travaille d'ailleurs dans un des projets projet c'est bien, pas un beau projet, dans une des démarches que je porte avec d'autres commissaires, qui est celle de la Constitution, c'est ce qu'on vise. On est conscient qu'il faut, actuellement, notre structure a fait défaut parce que ce n'est pas la nôtre, c'est la structure qui nous a été imposée. Puis actuellement, que les gens le veuillent ou le veuillent pas, là, celui qui a l'autorité décisionnelle, c'est le conseil. T'sais, il a été élu par sa population. Mais là, nous, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on les consulte, ces gens-là. Ils ont leur mot à dire. OK? C'est sûr que nous, là, la façon qu'on fonctionne puis la façon dont on voit, on parle de droits collectifs. Nous, on doit considérer les droits par rapport à l'ensemble des membres de la bande, des 7000, et en considérant plus particulièrement les familles et les Katapelteks, ceux qui occupent le territoire. Fait que nous, on a une considération particulière pour ceux qui ont des liens familiaux avec le territoire. Mais chez nous, ce n'est pas tout le monde. Cependant, même là, nous, à l'échelle de la nation, OK, pour empêcher un projet, souvent ce que les gens pensent, là, c'est qu'eux autres, à leur échelle, ils peuvent empêcher un projet, mais même à l'échelle de la nation Innu, le monde, il faut qu'ils comprennent que pour empêcher un développement pour qu'il se fasse sur le territoire, la barre est très haute. Hein? Fait que nous, la manière qu'on le fait, c'est qu'on essaye, le Conseil essaye de trouver le meilleur point central en commun entre les trois dimensions, la dimension environnementale, la dimension économique, puis la dimension sociale. Mais chez nous, c'est sûr qu'il y a des gens qui contestent l'autorité du Conseil. Et dans la démarche que je suis en train de porter, c'est ça qu'on essaye de voir avec eux. Comment vous voulez que ça fonctionne? Maintenant, là, on met la loi sur les Indiens à côté, c'est fini ça. On met notre propre structure en place. Fait que comment vous voulez qu'on organise ça? Quelle est l'autorité que vous voulez donner au Katapeltek? Fait qu'on est là, on est en train de regarder ça. Puis c'est sûr, je vais dire une autre affaire aussi, on se base sur les jugements de tribunaux parce qu'on sait que dans d'autres communautés Innu et dans d'autres communautés de l'Ouest canadien, il y a des gens qui sont allés devant les tribunaux pour amener cette dimension-là, le droit des familles versus le droit du conseil de bande. Puis les tribunaux ont été quand même éloquents. Le conseil élu, c'est lui qui est reconnu comme étant l'autorité décisionnelle sur le territoire. Là. Actuellement, qu'on le veuille ou pas, là, puis qu'on soit d'accord ou pas avec ça, c'est ça. Puis nous, c'est dans cette optique-là qu'on travaille, mais on a une considération, comme je vous dis, c'est sûr qu'on est très sensible. Lorsqu'il y a des consultations sur le territoire, les premiers qui vont être rencontrés, ça va être les Katapeltek, nous autres qu'on appelle, là, les gardiens de territoire, les familles en territoire. C'est les premiers. On se dit, eux autres, c'est les premiers. Après ça, c'est les autres. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, merci. C'est clair. Oui. Merci, Hélène. Éric Dufour. Bonjour, Mme Boivin. Félicitations à votre belle présentation. Merci. Moi, j'ai le plaisir de travailler, de collaborer avec des entrepreneurs Innu qui sont très performants. On travaille aussi à essayer de créer des mariages aussi interculturels au niveau affaires. Vous avez un savoir très riche au niveau historique. Avez-vous des données ou des écrits, peut-être pas d'en parler aujourd'hui, mais sur l'histoire de l'entrepreneuriat autochtone, le cheminement de la culture entrepreneuriale chez les Autochtones? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et vous devez certainement avoir des données riches à ce propos. On n'a pas de données, je vais être plate de vous dire, là. En tout cas, moi, à ma connaissance,
écoutez, je n'ai pas la connaissance infuse et absolue. À ma connaissance, il n'y a pas de document qui fait état de l'historique de l'entrepreneuriat chez nous. OK? Cependant, parce que nous, on a, tantôt, dans mon pedigree, on l'a mentionné, je coordonne des projets de recherche. Il y a puis Caroline, tu me diras, voir, parce que tu étais avec nous, on a une étudiante qui a fait un projet de doctorat sur l'entrepreneuriat féminin, OK, qui peut-être peut vous éclairer, qui s'appelle Francesca Croce, qui venait d'Italie. Parce qu'en passant, nous autres, on est tellement en demande qu'il y a même du monde de la Lituanie qui nous demande de faire des projets de recherche. Il a fallu que j'aille voir sur la carte, c'était où la Lituanie, là, je le sais. Là. Fait qu'on a, par exemple, cette étudiante-là qui est originaire d'Italie. Fait qu'elle a fait vraiment son doctorat sur l'entrepreneuriat féminin. Peut-être que ça peut vous éclairer. Puis nous autres, ça nous fait plaisir de partager l'information si c'est possible. Là. Merci. Merci. 2 prochaines questions. Éric Girard et Emmanuel Collomb. Oui. Éric, êtes-vous en ligne? Oui. M'entendez-vous? Oui. Oui. OK. Oui, c'est ça. Nous, on travaille avec une clientèle particulière. Assez souvent, tu sais, c'est des gens autochtones qui viennent utiliser nos services et qui font des demandes d'aide financière de dernier recours, là, de l'aide sociale. Et puis, on doit les rencontrer, nous, parce que quand c'est des nouveaux demandeurs, on a comme l'obligation de les rencontrer. Et puis, on est là aussi pour leur offrir, tu sais, de l'aide, de l'encadrement dans leur recherche d'emploi ou des démarches en employabilité. Puis, tu sais, souvent, c'est des gens qui sont récalcitrants au niveau des services qu'on veut leur offrir. Puis, je voulais savoir, tu sais, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner là, pour, dans le fond, intervenir avec ces personnes? Oh, ben, c'est sûr que si vous avez, ben écoute, c'est très, très pointu votre question en passant, là. Ben moi, ce que je vous inviterais à faire, regardez du côté du secteur chez nous, de l'emploi et des services, si c'est possible qu'ils puissent vous donner des conseils, parce que moi, c'est très, très pointu votre question, M. Girard, je ne sais pas quoi vous dire. C'est sûr qu'il faut que vous soyez à l'écoute, puis il faut éviter surtout de catégoriser les gens, OK? Parce que c'est sûr qu'actuellement au Québec, vous savez, on ne veut même pas reconnaître qu'il y a de la discrimination systémique, fait qu'il faut éviter de catégoriser les gens. Il faut essayer de les aider le plus possible, d'être à l'écoute. Puis moi, je pense que le seul conseil que je vous donnerais, c'est celui-là. Mais si, mettons, vous voulez avoir des choses plus développées, plus articulées, moi, je vous inviterais à contacter le secteur de l'emploi chez nous s'ils peuvent vous donner des moyens, parce que moi, je ne sais pas quoi vous dire. Là. OK. Ben, si je peux ajouter, je vais me le permettre, Francis Véropol, je suis chef des relations avec les Premières Nations à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis nous, on est en train de développer là, des offres de formation continue en lien avec les Premières Nations, en ce qui a trait à la santé, à l'éducation, à la justice. On pourra en parler plus longuement la semaine prochaine, là, parce que je fais partie également de l'événement d'aujourd'hui, de la semaine prochaine. Donc, mais nous, c'est un créneau qu'on peut développer là, à l'Université à Chicoutimi avec le Centre des Premières Nations de Canté là, pour offrir de la formation aux entreprises. Merci. Et on pourra vous communiquer. Là, la semaine prochaine, je vous invite à vous inscrire et on pourra vous communiquer les formations là, par la suite. Le centre de l'UQAC là, prépare vraiment des formations absolument incroyables. Par contre, Sandra, Oui. C'est Caro. Oui. Si je peux me permettre, Hélène parlait du secteur emploi, mais il peut aussi communiquer avec vraiment le secteur développement de la main-d'œuvre à Machtouriat. À partir de là, je pense qu'on va être capable d'aller chercher tous les petits trucs sur l'approche et puis beaucoup de réponses à ces questionnements qui sont en fait très spécifiques, Hélène. Je le comprends. Merci, Caro. Emmanuel Collomb, maintenant. Oui. Emmanuel, c'est à toi.
Donc, bonjour Hélène Coué, ça me fait plaisir de te voir. Moi, pour avoir discuté longtemps avec toi à plusieurs reprises, c'est intéressant que tu puisses revenir sur cette notion de revendication particulière et de savoir comment finalement la communauté de Mastoyatch est passée de 93 km² à 24. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement au fur et à mesure des années pour que finalement la communauté diminue? Ce qui a été fait, il y a eu des sessions illégales. Il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu des sessions de terre illégales. Il y a eu des sessions de ressources illégales. Il y a des non-autochtones qui se sont installés malgré que c'était le territoire de réserve, puis c'est devenu pour eux un droit acquis. OK? Fait qu'il y a toutes sortes, là. Il y a les inondations, comme là, il y a une partie, là, comme par exemple, des revendications particulières, on a le réservoir qui est le Pequagami, maintenant qui est un réservoir hydroélectrique. Il y a une partie des terres de la réserve qui sont inondées. Ensuite, il y a des terres qui ont été données à des colons, vraiment, là, puis qu'eux autres, maintenant, ils en faisaient leur terre. Fait que la communauté a toujours diminué, parce que les terres ont été attribuées à des colons. Il y a des ressources qui ont été attribuées à des compagnies aussi. OK? Fait que les revendications particulières, c'est ça. En bref, c'est des sessions qui ont été faites par notre papa fédéral au cours du temps à des tiers, qui fait qu'aujourd'hui, il nous reste 16,23 km². Vous comprenez quand je vous disais là, que nous autres, quand on a dans la négociation territoriale, puis qu'on prévoit ajouter 6 km, puis que le monde, il capote, là, et c'est dur pour nous autres, ça. C'est dur pour le moral. Parce qu'à la base, normalement, quand on attribuait un canton, finalement, à une oui. Et même là, je vais plus loin que ça. Dans l'histoire, c'était même pas supposé d'être là non plus. En passant, là, juste ça, là, dans l'histoire, c'était même pas supposé d'être là. C'était supposé d'être à Métabetchouan, où est-ce que le musée d'archéologie dans ce coin-là, là, il y avait une partie qui devait être à Métabetchouan, une partie qui devait être au Oneshtagan, la rivière Péribonka. Et là, déjà, là, les gens, là, ils nous ont tassé de là. Ils ont dit, nous autres, on avait déjà commencé à faire une chapelle. On avait commencé déjà à exploiter les terres. C'est les colons qui ont fait en sorte de nous tasser de là, de dire non, non, non. Les Indiens, là, allez nous les mettre ailleurs parce que nous autres, on les veut, ces terres-là, puis on en a besoin. Fait que c'est ça qui, finalement, c'est ça qui a fait que en 1856, on s'est ramassé à Mashtoyats, parce qu'à Mashtoyats, en fait, c'était pas le territoire de réserve qui était voulu, parce qu'ici, c'était juste parce que c'était un poste d'été où il y avait beaucoup de rencontres. Les canaux arrivaient ici. Il y avait beaucoup de monde qui transigeait ici, là, à Mashtoyats, avant la période de contact, puis aller jusqu'au 19e siècle. Là. Est-ce que ça a répondu à ta question, Emmanuel? Parfait, c'est ça, effectivement. Des fois, au niveau de l'histoire, on a tendance à oublier certains aspects des communautés à ce niveau-là. Puis nous, ben, pour que notre revendication, en passant pour tout ce qu'on fait, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas évident pour nous. Il faut faire des recherches. Comme là, nous, là, pour que, ne serait-ce que le gouvernement fédéral accepte d'étudier la revendication, il faut qu'on puisse être en mesure de tout lui démontrer notre argumentaire. Puis des fois, il nous dit « Non, 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 les copies sont pas bonnes. Oh non, non, il y a telle affaire. » Puis, tu sais, il nous liaise sur des aspects administratifs. Mais nous autres, là, on doit… C'est pour ça qu'on a… Sérieux, là, les amis, on a quelqu'un qui travaille avec nous depuis 40 ans pour documenter tous les dossiers de revendication particulière. Et jusqu'à date, on a 3 de réglés sur 14. Depuis 40 ans. Il y a encore du travail. Il est présentement 11h57. Sylvain, peut-être rapidement, oui. Une dernière question, parce que je me fais un devoir de vous libérer à l'heure. Oui, justement, juste avant de quitter, une petite dernière, même pas une intervention, une demande. Hélène, est-ce que tu acceptes de partager ton document et oui, comment te rejoindre? Oui. Les droits d'auteur. Le droit d'auteur, c'est mon organisation, parce que moi, en passant aujourd'hui, je représente mon organisation, je ne me représente pas moi, là, je représente… De toute façon, on peut communiquer avec toi, puis si vous pouvez le partager, il y aura moyen. Oui. Ce qu'on va faire, Sylvain, on va se parler, Caroline et moi, puis Caroline pourra faire parvenir là,
soit en partie ou soit le PowerPoint. Le document qu'Hélène a préparé. Ben, merci. Merci beaucoup. Alors, voilà, Hélène, merci vraiment. Tu as été passionnante, extraordinaire. Tu seras encore avec nous le 3 décembre, d'ailleurs. Merci aussi, Caroline Bouchard. Hein, cet événement-là est une présentation de la Société de développement économique INNOU. C'est vraiment une première pour nous, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière. Et je peux vous dire qu'il y a 2 ans, à notre gala, on avait invité la communauté à être présente. Le chef avait fait une allocution absolument incroyable. Il avait volé la vedette totalement à Justin Trudeau. Donc, on est resté proche depuis ce temps-là. Alors, merci et on va continuer à être près de vous, Hélène. Merci. Merci, Sandra. Je veux juste dire quelques mots avant de terminer. Hélène, tu disais qu'on avait de grandes attentes. Tu avais l'impression qu'on avait de grandes attentes. On savait que tu allais livrer. Tu es excellente. C'était tellement intéressant. Puis, ça permet vraiment, comme on disait, comme Sandra disait tout à l'heure, de comprendre. De comprendre si on veut faire des partenariats d'affaires qui vont être gagnant-gagnant, qui vont être durables, il faut avoir la base, il faut comprendre. Alors, merci Hélène, merci Sandra, c'était super. Et merci à mes collègues de toutes les chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se sont joints à nous. Alors, c'est une belle façon d'être en collaboration et de lancer un message d'unité. Alors, voici l'information pour le 3 décembre. C'est aussi gratuit. C'est aussi une invitation de la Société de développement économique INNOU en collaboration notamment avec l'Université du Québec à Chicoutimi, Francis qui sera là également. Vous allez sur le site de la Chambre de commerce, vous vous inscrivez et on vous promet un panel de discussion, des présentations et également des rencontres privées absolument exceptionnelles. Ne manquez pas ça. Partagez dans votre milieu. C'est gratuit grâce à la Société de développement économique INNOU. Alors, merci beaucoup. Je vous invite également à une autre activité de la Chambre de commerce aussi gratuite et on parle beaucoup de briser l'isolement ces temps-ci. Les leaders gestionnaires, comment briser l'isolement le 26 novembre prochain. Et pour les gens, notamment de Saguenay, de la MRC du Fjord, le 16 novembre, a commencé la période de mise en candidature pour le Gala des Dubucs. Tous les détails sur notre site Internet. Cet après-midi, vous allez recevoir un sondage pour donner votre opinion sur l'événement d'aujourd'hui. On en a besoin, c'est notre façon de s'améliorer. Vous nous donnez également des propositions pour des événements futurs. Alors, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Hélène et Caro, je vais vous demander de rester en ligne. On va se parler, on va continuer à se parler quelques minutes. Et moi, je vous souhaite un excellent après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup à vous tous.